un réseau mondial de connaissances et l'engagement de vous accompagner à toutes les étapes de vos projets. De la recherche à la conception, en passant par la maintenance, Farnell, une équipe de confiance. Pour en savoir plus, rendez-vous sur fr.farnell.com. Bonjour, bonsoir au microphone, Bruno Guglielminetti. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Mon Carnet. C'est l'édition du vendredi 11 août 2023. Une édition un peu particulière parce que cette semaine, j'ai perdu ma maman. Et ma maman, en plus d'être mère, eh bien, c'était probablement ma plus fidèle auditrice depuis mes tout débuts à CIBL en 1986. Alors, cette semaine, j'ai perdu ma mère, mais j'ai aussi perdu ma fidèle auditrice qui était très précieuse. Mais en son honneur, j'ai décidé de faire une émission cette semaine, alors vous comprendrez que je lui dédie cette édition de Mon Carnet. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous remercier pour tous les bons mots que vous m'avez fait parvenir depuis le début de la semaine. C'était vraiment touchant de vous lire. J'ai tout lu ce qui m'a été envoyé. Vous savez, si je suis aussi curieux et depuis aussi longtemps au sujet des technologies, c'est dû à ma mère qui m'a transmis sa grande curiosité. Même à l'âge de 89 ans, elle ne ratait pas un bulletin de nouvelles, un documentaire ou une émission qui analysait une situation d'actualité. Elle a même écrit un livre avec ma sœur Maryse au sujet de l'Internet pour les aînés. C'est vous dire comment ça coule dans le sang de la famille, cette fascination pour le numérique. Alors, merci pour vos bons mots. Alors, au menu de Mon Carnet cette semaine, je pense que ma mère aurait aimé. On a vraiment de très bons invités, en plus de mes collègues qui sont présents cette semaine. On va aller à New York rejoindre Juliette Powell, qui va publier la semaine prochaine un livre intitulé The IA Dilemma, le dilemme de l'IA. Dans le sud de la France, on va aller rejoindre Patrick Baudouin, avec qui on va parler de la relation client à l'ère de l'ère numérique. On va accueillir le professeur Jean-Hugues Roy de l'UQAM, qui vient de publier une analyse sur ce que serait ou sera l'expérience des utilisateurs de Facebook au Canada dans un monde sans information. Et on va aller prendre des nouvelles du studio montréalais Turbulent, qui vient de se joindre à un grand groupe, un grand joueur du jeu vidéo anglais. Je vous le disais, mes fidèles collègues sont là aussi. Thierry Weber nous parle de crypto-monnaie, Stéphane Ricoul s'intéresse à la Chine et l'intelligence artificielle, puis Jean-François Poulain nous parle de l'ABC du UX. Alors, à vous qui m'accueillez en ce moment entre vos deux oreilles, et à maman qui m'écoute probablement de quelque part ailleurs, merci d'être là et je vous souhaite une excellente écoute. La tech en continu. Vous connaissez Radio Mon Carnet ? C'est le meilleur du podcast Mon Carnet, diffusé 24 heures sur 24, 7 jours semaine. Avec plus de 1000 entrevues et chroniques proposées par Bruno Guglielminetti, Jean-François Poulain, Thierry Weber et Stéphane Ricoul. Pour écouter Radio Mon Carnet, c'est simple. Allez sur radiomoncarnet.com ou visitez le blog moncarnet.com. De retour au podcast Mon Carnet, en compagnie de Bruno Guglielminetti. Le temps file, je pense que c'est le moins qu'on puisse dire. Bing célèbre déjà 6 mois depuis l'introduction de son moteur de recherche alimenté par l'intelligence artificielle. Et Microsoft nous dit avoir enregistré plus d'1 milliard de conversations, d'échanges ou de requêtes, appelez ça comme vous voulez, avec son robot conversationnel et d'avoir également enregistré la création de 750 millions d'images. Microsoft tient à souligner que son IA est maintenant disponible par le biais d'une application mobile Bing qui permet une expérience d'intelligence artificielle optimisée sur les appareils mobiles. Sur PC, c'est grâce à Windows Copilot à partir de Windows 11 qui centralise les expériences d'intelligence artificielle sur l'ordinateur. Et puis Bing Chat s'intègre également dans d'autres navigateurs que le sien pour permettre aux gens de pouvoir l'utiliser. Et très bientôt, Microsoft a dit qu'on allait retrouver son Bing Chat dans plusieurs furteurs mobiles. Une étude de l'hôpital Sainte-Justine de Montréal et de l'hôpital de Montréal pour enfants, dirigée par l'urgentologue de Sainte-Justine, Dr Jocelyn Gravel, rappelle qu'il est dangereux d'utiliser ChatGPT lorsque vient le temps de trouver réponse à des questions délicates, importantes, qui concernent notre santé.
Dans un texte publié dans une publication médicale cette semaine, les chercheurs soulignent les problèmes de qualité dans les réponses médicales fournies par ChatGPT. Les chercheurs ont trouvé des erreurs factuelles et des références inventées pour les 20 questions médicales. En fait, c'est 5 erreurs factuelles majeures qu'ils ont trouvées et 69% des références qui étaient fictives, mais qui paraissaient être vraies. Les auteurs de l'étude recommandent la prudence dans l'utilisation de ChatGPT pour la rédaction de textes médicaux, soulignant l'importance de vérifier les références fournies avant de les intégrer dans des manuscrits médicaux. Et la même chose lorsque vous êtes un simple mortel et que vous cherchez de l'information concernant une maladie. Faites bien attention, ChatGPT est probablement pas le meilleur outil à utiliser dans ce cas-là. Google annonce l'introduction d'une nouvelle fonctionnalité de signature électronique sécurisée pour les documents sur Google Docs et Google Drive. Testée en version alpha depuis juin 2022, cette fonction de e-signature ou de signature électronique, si vous voulez, est maintenant prête pour une version bêta ouverte pour les abonnés individuels à Google Workspace. Destinée principalement aux professionnels et aux petites entreprises, cette intégration native permet finalement de signer des contrats directement depuis Google Drive sans changer d'application. Le déploiement de cette fonction de e-signature vient tout juste de commencer chez les abonnés de Google Workspace et Google prévoit un déploiement progressif qui devrait s'étendre sur une quinzaine de jours. Je reste avec Google un instant. Cette semaine, on apprenait également que Google intensifie sa lutte contre les sites de téléchargement illégaux. Selon la page Transparency Report de Google, c'est plus de 7 milliards de sites pirates qui ont été mis hors ligne ou du moins désindexés sur demande par les ayants droit. Et seulement pour les 9 derniers mois, c'est 1 milliard de ces sites qui ont été désindexés. À ma grande surprise, c'est le groupe montréalais MJ Premium, une filiale de MindGeek, qui est particulièrement vigilante et active dans le domaine, qui serait responsable de plus de 25% des demandes de désindexation. Il faut savoir que cette entreprise reliée au groupe MindGeek, donc, fait en grande partie ses revenus à partir de contenus pour adultes sur Internet et ne tient pas nécessairement à voir ces contenus être piratés. Imaginez, les demandes de MJ Premium peuvent atteindre jusqu'à plus de 2 millions de demandes par jour, même si, selon Google, certaines d'entre elles sont injustifiées. Un mot pour revenir sur la saga de Zoom ces derniers jours. Vous en avez probablement entendu parler. Zoom qui a finalement remis à jour ses conditions générales d'utilisation après une controverse concernant l'utilisation des données des utilisateurs pour former son intelligence artificielle maison. Les termes initiaux permettaient à Zoom d'utiliser vos appels et vos vidéos sans consentement explicite. Mais là, après la publication de cette information, vous imaginez, il y a une nouvelle ligne qui a été ajoutée aux conditions d'utilisation qui promet de ne pas le faire sans consentement. Le hic, c'est que la formation, elle a déjà eu lieu et que maintenant, le mal, il est fait. Est-ce qu'on aura droit à un recours collectif? Peut-être, on verra, mais pour le moment, Zoom semble vouloir remettre les choses en place. Mais bon, avec son passé plutôt léger et déficient en matière de promesses sur la vie privée et la protection de la vie privée, disons que ça soulève quelques inquiétudes. Et puis en parlant de Zoom, la semaine dernière, Zoom a officiellement renoncé à sa politique de travail à domicile, de télétravail, obligeant les employés vivant près d'un bureau de l'entreprise à y travailler au moins 2 jours par semaine. Avec cette décision de la part de la direction d'un des outils qui aura marqué le télétravail pendant les 2 ans de pandémie, on peut presque parler de Zoom comme un symbole maintenant. Alors, beaucoup y voient la fin de l'ère du télétravail liée à la pandémie. Ah, ça, c'est intéressant. Au Japon, il y a le groupe SoftBank qui a annoncé qu'il travaille présentement sur le développement d'une version japonaise de ChatGPT avec une équipe d'environ 100 personnes. Le PDG de la division télécommunications de SoftBank a déclaré que la formation de l'IA était en cours et l'objectif est de sortir ce produit, le ChatGPT japonais, d'ici 2024. Pour atteindre son objectif ambitieux, SoftBank collabore également avec Microsoft pour accélérer le déploiement des technologies associées. L'engagement dans le domaine de SoftBank envers l'avancement de l'IA est motivé par la croyance du président Masayoshi Son en l'évolution rapide de la technologie. Il a présenté d'ailleurs une diapositive intitulée «
Evolutionary Speed lors d'une réunion d'actionnaires qui illustrait comment le développement de l'IA accéléra considérablement la courbe représentant l'évolution humaine. Avec l'introduction d'une version japonaise de ChatGPT qui prendra en ligne de compte la culture japonaise, SoftBank vise à contribuer à la croissance de la technologie de l'IA au Japon et évidemment à permettre aux entreprises japonaises de profiter des avancements offerts par l'intelligence artificielle générative. Et puis, je termine avec une information lue dans le quotidien anglais The Guardian. Une nouvelle étude australienne menée par l'Université de Nouvelle-Galles du Sud, en Australie donc, a confirmé que l'envoi de textos en marchant augmente les risques de chute, même avec des efforts de prudence. L'étude a recruté 50 étudiants et a utilisé un environnement simulé, sécurisé, pour tester l'équilibre et la coordination lors de la marche, tout en envoyant des textos. Les résultats ont révélé que la prudence supplémentaire ne réduisait pas les risques de chute et que l'envoi de textos entravait le rétablissement de l'équilibre postural. La précision des textos, d'ailleurs, était également réduite. Et si vous vous demandez pourquoi je vous parle de cette étude qui semble à première vue assez banale, c'est que ces résultats viennent contredire des études antérieures, de très sérieuses études, qui suggéraient, elles, que les jeunes adultes d'aujourd'hui pouvaient multitâcher, entre guillemets, efficacement. L'étude propose des recommandations pour prévenir ces risques, dont une technologie qui verrouillerait l'écran d'un téléphone pendant qu'on marche, parce que les panneaux d'avertissement ne seraient pas assez efficaces pour les personnes concentrées sur leur téléphone. La semaine prochaine, le 15 août plus exactement, sortira aux États-Unis et aussi en ligne un nouvel ouvrage signé par Juliette Powell intitulé The AI Dilemma, le dilemme de l'IA, 7 principes pour une technologie responsable aux éditions Berrett-Kohler. Un ouvrage qui se veut une réflexion sur l'omniprésence de l'IA, mais surtout sur son utilisation responsable. Et si le nom de Juliette Powell vous dit quelque chose et pas nécessairement dans le domaine des technologies, vous n'êtes pas dans le champ. Dans sa jeunesse, elle a été une des VJ les plus populaires à Musique Plus et à Much Music, mais après cette époque, elle a déménagé à New York pour y étudier et y vivre. Et depuis plusieurs années maintenant, moi je la suis comme une des consultantes new-yorkaises les plus influentes à l'intersection de la technologie, des affaires et de l'éthique. D'ailleurs, Juliette Powell a conseillé et conseille toujours de grandes entreprises américaines et internationales sur les changements accélérés engendrés par l'innovation technologique. Si vous désirez en savoir plus d'ailleurs sur son cheminement, je vous invite à aller faire un tour du côté de son compte LinkedIn. Vous allez voir tout le travail, tout le parcours qu'elle a fait depuis plusieurs années. Mais pour l'instant, c'est l'autrice qu'on va rejoindre chez elle à New York. Bonjour Juliette Powell. Bonjour. Juliette, pourquoi écrire un livre sur le dilemme de l'IA aujourd'hui, maintenant? Je veux dire, maman est décédée en 2017. C'est grâce à elle, au fait que j'ai la double citoyenneté, c'est grâce à elle que je parle le français. Et quand elle est partie, ça m'a tellement touchée que j'étais un petit peu perdue. Je t'avoue, Bruno, tu sais, j'avais une belle carrière, puis j'avais comme mis ça de côté un petit peu pour m'occuper d'elle. Alors, quand elle est décédée, je suis retournée à l'école, je suis allée à Columbia, j'ai étudié la technologie responsable et socio-technical systems, si vous voulez. Et ça a toujours été quelque chose dans lequel j'ai travaillé. On ne l'a pas nécessairement vu quand j'étais animatrice à la télévision, mais je faisais beaucoup de coding sur le back-end. Je travaillais beaucoup sur l'Internet. Je travaillais aussi beaucoup avec les téléphones mobiles. Et donc, pour moi, c'était tout à fait naturel en 2008 ou 2009 quand Intel Labs m'a approché de me dire « Hey, on aimerait ça que tu fasses la map de l'information personnelle des gens et de voir de quelle façon que plus de gens puissent en profiter, que ce soit pas juste les business et les gouvernements qui puissent profiter de cette information-là. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que communauté globale? » Et donc, j'ai pris ces morceaux d'informations-là et j'ai ramené ça à l'école. Et mon diplôme, ça m'a comme donné je sais pas, peut-être une inspiration de voir si je pouvais pas amener ça un petit peu plus loin, surtout que là, on était rendu en 2021, on était en pleine pandémie et on a vraiment vu l'accélération de l'intelligence artificielle. Donc, ma dissertation est devenue un livre et c'est l'éditeur qui m'a dit « Hey, ça te tente dessus, on va te donner une avance, on y croit vraiment. » Et pendant que j'écrivais ça, justement,
les chatbots qu'on connaît bien maintenant, ChatGPT-3, ensuite 4, Bard qui est sorti avec Google, toute la manie, les centaines de milliards de personnes qui maintenant utilisent ces outils-là tous les jours. Donc, c'est un timing incroyable. Ouais. Puis là, vous êtes trop humble parce que entre vos études et le livre qui sort aujourd'hui, il y a eu plusieurs ouvrages. Moi, j'ai repris contact avec votre travail dans des conférences qui sont disponibles sur YouTube, notamment. D'ailleurs, j'invite les gens qui nous écoutent à aller faire un tour. C'est fascinant parce que c'est ça, hein? Ce qui vous intéresse, vous, dans la vie aujourd'hui, c'est les technologies et l'éthique. On le sent à travers tout le travail que vous faites, peu importe les plateformes, que ce soit en vocal ou à l'écrit. C'est ça. Puis j'ai l'impression que le livre, le dilemme de l'intelligence artificielle, c'est un peu ça que vous faites. C'est une réflexion. Vous voulez amener les gens à réfléchir au potentiel, mais aussi aux enjeux qui sont là. Oui, je pense que Montréal est un excellent exemple. J'étais tellement fière de voir des principes sortir de Montréal et de coller, pas juste à Montréal, mais un peu partout à travers le monde. La même chose avec Toronto. Donc, le Canada est un leader. Et ça me surprend pas du tout parce que moi, j'ai appris justement à programmer les ordinateurs quand j'étais encore à Montréal. On était déjà 80% broadband quand j'étais adolescente. Donc, on était vraiment les premiers à avoir un accès distribué à travers le pays. Donc, pour moi, c'est naturel de m'intéresser à ces choses-là. Quand on pense aux médias, on pense au pouvoir. Hein, mais le vrai pouvoir, c'est vraiment l'information. Ça fait des générations qu'on le sait. Et l'information ainsi que la mésinformation, la désinformation se fait maintenant à travers les algorithmes. Mais Juliette, quand vous titrez votre livre, là, Le dilemme de l'intelligence artificielle, vous faites référence à quoi dans votre tête? Écoutez, comme tout outil, hein, ça dépend vraiment de la façon qu'on les utilise. Donc, pour moi, la technologie, surtout une technologie qui est générative, donc qui n'a pas nécessairement besoin d'une supervision humaine pour apprendre, ça met en jeu, je pense, ce qu'on veut faire avec cette belle planète. Hein. On peut s'en servir de ces outils-là pour contre le climate change. Hein? Le climate crisis, c'est du vrai. On a vu il y a pas très longtemps les ciels à New York tourner orange. Hein? Fait qu'on peut utiliser nos technologies pour essayer de régler des gros problèmes comme ça qui nous touchent tous, ou on peut s'en servir pour la guerre. Et on le voit de plus en plus. Il y a eu justement des politiciens ici aux États-Unis qui ont décidé d'essayer de mettre en marche, et tu le sais probablement, a bill that specifies that we can't use artificial intelligence to guide nuclear weapons. Donc, est-ce qu'on veut utiliser l'intelligence artificielle pour faire la guerre ou est-ce qu'on veut s'en servir pour aider pour le bénéfice des humains? Et je pense que c'est un choix qu'on a besoin de faire en tant que communauté globale. C'est pas juste un pays qui va décider ça, il faut qu'on décide ça ensemble. Là, c'est une question vraiment du lecteur parce que c'est fascinant où vous nous amenez là, pendant tout le livre. Puis je me disais, coudonc, est-ce que votre réflexion par rapport à l'intelligence artificielle a changé, a bougé pendant la rédaction? Parce que vous nous sortez des cas, des utilisations pratiques dans différents domaines qui vont interpeller là, les gens, peu importe où ils sont. Est-ce que votre approche de l'IA, votre perception de l'IA a changé pendant la rédaction de ce livre-là? Oui, parce qu'en novembre, donc moi, j'ai soumis le premier jet, si vous voulez, du manuscrit au mois de septembre 2022. Wow. Et les Large Language Models, donc le ChatGPT-3 est sorti. Elle n'était pas encore sortie. Au mois de novembre. C'est ouais, ça, au mois de novembre. Et donc, l'éditeur m'a renvoyé le livre comme il se devait, comme il était dans notre contrat. Et là, du coup, il fallait que j'ai changé à peu près 20% du livre pour refléter les nouvelles technologies. Et dans ce 3 mois-là, donc au mois de janvier, c'était vraiment et tu le sais, si tu as écrit un livre, c'est comme ton éditeur te renvoie ça pour savoir s'il n'y a pas des petites erreurs, s'il n'y a pas des accents aigus ou des points qui sont pas à la bonne place. Et moi, j'ai complètement réécrit encore
au mois de janvier, février. Là, il commençait à paniquer. Il disait, c'est quel livre que tu vas nous sortir, là? Parce que là, c'était à la fin février, que c'était vraiment, vraiment, vraiment le deadline, que ça s'en allait. Puis là, tu peux plus y toucher du tout. Et encore là, je faisais un update avec GPT-4 et Bard qui venait juste de sortir. Voir la différence, la distinction entre la façon que Microsoft a fait son déroulement et comment que Google a fait son déroulement. Et on a bien vu à quel point que, bon, il y a eu des gros hiccups des deux côtés. Mais je pense que du côté de Google Alphabet, c'est vraiment une question de réputation. Là. Ils peuvent pas se permettre de pas le faire comme il faut parce qu'il y a trop d'enjeux pour une compagnie comme Google là, comparativement à un OpenAI. Donc, ça a changé non seulement ma façon de regarder l'intelligence artificielle côté business, côté gouvernemental, mais aussi dans la main des gens. Écoute, j'enseigne à New York University, j'enseigne les grad students et c'est en technologie justement. Et c'est incroyable quand on est revenu au mois de décembre, il n'y en avait pas d'étudiants qui avaient joué avec la technologie de ChatGPT 3 et quand on est revenu à la fin janvier, là, tous les étudiants et tous leurs projets de fin d'année pour graduer avait changé. Donc, c'est sûr que ça a changé notre façon, pas juste à moi, mais je pense à tout le monde qui a touché, qui a vu les résultats. Mais en même temps, je vois qu'il y a certains étudiants, par exemple, qui vont se tourner au LLM pour savoir si ils devraient lâcher l'école, s'ils devraient lâcher leur job, s'ils devraient rester avec leur chum, s'ils devraient avoir un bébé tout de suite ou plus tard. On sait très bien que ces chatbots-là ne peuvent pas répondre à ces choses-là basées sur une intelligence, sur une connaissance de toi, de ta personne. Ils vont essayer de deviner qu'est-ce qui vient à la fin de la phrase. Mais là, quand les gens, ils pensent pas plus loin qu'il faut, puis qu'ils pensent que c'est vraiment leur ami qui leur dit quoi faire parce que leur ami les connaît mieux qu'une personne qui a grandi avec eux autres ou qui est un ami en vrai. En vrai, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce qui est vrai maintenant? Ça, c'est une autre question. Je veux revenir à un autre élément. Dans votre livre, vous parlez, puis vous venez de le mentionner tout à l'heure, le pouvoir. Dans votre livre, vous parlez de 4 logiques du pouvoir. Il y a la logique de l'ingénierie, la logique sociale, la logique d'entreprise et la logique gouvernementale. Avez-vous l'impression, vous, après tout le temps que vous avez passé là-dessus, puis votre expérience, que l'intelligence artificielle va servir également ou va peut-être favoriser une de ces logiques-là plus que d'autres? Je pense que déjà, elle favorise certaines logiques plus que d'autres. On a vu encore pendant la pandémie comment que ça peut aider avec la logique gouvernementale. Les gens n'allaient pas travailler, mais les bénéfices, il fallait quand même que ça aille aux gens. Donc, on a vraiment augmenté notre utilisation, puis ça, c'est surtout dans les pays G8, de l'intelligence artificielle. Côté corpo, c'était déjà parti. On sait que la plupart des grosses compagnies, ce qu'on appelle le Big Tech, donc le Google, Amazon, Microsoft, c'est des compagnies qui déjà savent utiliser notre information personnelle et d'en faire une monétisation. Le côté social, je pense qu'on apprend encore comment l'utiliser. On apprend à ouvrir les datasets, justement, pour qu'on puisse avoir des meilleurs bénéfices pour plus de gens. Mais je pense que maintenant, il y a aussi je pense qu'il y a une grosse tendance dans les villes, par exemple, de faire une grosse prioritization, to do a big prioritization around digital assets, artificial intelligence and data-driven skills. Mais quand on regarde dans un environnement qui est plus rural, c'est le contraire. Ouais. Du moins aux États-Unis, je veux dire, les gens côté rural, ils pensent pas nécessairement que c'est la première chose à faire. La première chose à faire, c'est d'apprendre comment tirer un gun. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va assurer ta survie, là, tu sais. Puis, je pense que on voit beaucoup de polarisation politique ici aux États-Unis qui est axée pas juste sur les candidats à la présidence, mais aussi cette mentalité-là. Qu'est-ce qui est plus important? Et je pense que c'est pour ça qu'on a besoin d'une plus grande conversation. C'est pas juste autour des outils technologiques, c'est autour des priorités humaines. Qu'est-ce qui est important pour nous autres?
Si tu as lu le livre, tu as vu dans le premier chapitre, on parle du Moral Machine Experiment. C'est un incroyable projet qui est sorti de MIT où on a vu plus de 200 millions de personnes qui ont répondu à cette expérimentation-là où les gens se mettaient dans la peau, si tu veux, d'une voiture autonome. Et quand tu es dans la peau de cette voiture-là, il faut que tu décides. Et là, si tu as vraiment un choix ou l'autre choix, tu n'as pas de choix dans le milieu. C'est est-ce que tu vas tuer un homme ou est-ce que tu vas tuer une femme? Est-ce que tu vas tuer un animal ou est-ce que tu vas tuer un bébé? Est-ce que tu vas tuer une femme enceinte ou une femme qui n'est pas enceinte? Et dépendamment de la culture, dépendamment de la géographie, les gens avaient des réponses complètement différentes sur qui devrait vivre et qui devrait mourir. Donc, si en tant qu'humain, on peut même pas se décider à ce qui est important, comment veux-tu que notre intelligence artificielle fasse ces décisions-là pour nous? Puis c'est ça vraiment qui m'importe, c'est qu'on ait une plus grosse discussion sur ce qui est important parce que on a le choix là, on a la possibilité de faire ces choix-là maintenant. Dans les prochaines générations, pas sûr. Ça m'amène à ma dernière question, Juliette. Qu'est-ce que vous espérez que vos lecteurs vont retenir après avoir lu votre livre? Une des choses que j'ai appris à Musique Plus, que j'ai appris à Much Music, que j'ai appris en faisant des entrevues à la télévision, c'est qu'il faut avoir un niveau de critical thinking, de pensée critique. Il faut, même si on fait confiance à la source, il faut toujours vérifier, il faut toujours y penser une deuxième fois parce que je pense que souvent, on pense qu'on a le contrôle, hein? On a confiance, on est entouré des gens de confiance, on a des technologies de confiance, puis on oublie de penser, on oublie de réfléchir, on oublie de questionner. Fait que c'est vraiment ça que j'espère, qu'on continue de questionner, qu'on ouvre une conversation intelligente. Puis intelligente, ça veut dire des gens qui se sont informés, qui ont fait leur devoir pour pouvoir amener une conversation intelligente autour de l'intelligence artificielle et ce qu'on veut en faire ensemble comme communauté globale. Juliette Powell, on lui parlait concernant la sortie de son nouveau livre, The AI Dilemma, ou le dilemme de l'IA, les 7 principes pour une technologie responsable. Merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour me parler, puis j'espère qu'on se recroisera bientôt. Merci à toi, Bruno. À bientôt. En passant, si vous pensez que c'est toute l'entrevue, c'est pas vrai. J'arrête ici mon entrevue avec Juliette Powell, mais vous avez seulement entendu la moitié de notre rencontre. Si vous désirez entendre l'intégrale, vous pourrez la retrouver sur moncarnet.com ou votre plateforme de podcast préférée dès lundi. C'est Marie-France Bazot qui nous a fait découvrir mon prochain invité. Et tiens, pendant que j'y suis, j'en profite pour la saluer parce que je sais que c'est une auditrice de mon carnet. Alors, bonjour Marie-France. Donc, mon invité, il a longtemps été la personnification même du génie derrière la boîte de pub Cossette et on l'a longtemps apprécié au microphone d'Indicatif Présent où il venait nous décrypter le monde des communications. Je vous parle de Patrick Beaudoin. Toujours actif dans le domaine de la communication depuis 10 ans, il s'est installé dans le sud de la France pour y travailler et en profiter aussi pour continuer à donner des conférences un peu partout à travers la planète. Et c'est de là qu'il a accepté mon invitation de venir réfléchir à ce qui est devenu la relation client à l'ère du numérique avec une couche de pandémie en bonus. Patrick Beaudoin, bonjour. Salut Bruno. Hey Patrick, ça ressemble à quoi la relation client en 2023? Elle est très bousculée. Elle a été bousculée avec l'arrivée du numérique dans les années 90 et les réseaux sociaux dans les années 2000. Et quand je dis bousculée, en fait, on a assisté dans cette révolution numérique à 2 étages. Le premier étage, le 1.0, puis le 2.0. En fait, qu'est-ce qu'on a vu? Une inversion lente du rapport de force entre l'entreprise et le client. Au sens où, avant, l'entreprise avait la maîtrise absolue de la prise de parole. Elle pouvait dire tout et son contraire. Le client, le consommateur n'avait pas les moyens de vérifier ou même de contrer ou même d'exprimer son doute par rapport à l'entreprise. Et on a vu lentement une inversion de ce rapport qui fait qu'aujourd'hui, en fait, le client a pris le contrôle de la rencontre avec l'entreprise. C'est lui qui décide s'il veut aller vers telle ou telle entreprise. Je regardais les dernières statistiques, que ce soit dans le domaine du B2C ou dans le domaine du B2B au niveau international,
on est à 90-95%. Les clients vont sur Internet consulter avant d'appeler un fournisseur, un artisan, une entreprise X, Y, Z. Donc, il a pris le contrôle de la rencontre. Il va aller sur les plateformes numériques, croiser des informations, poser des questions, aller voir des avis, etc. Et à travers cette sorte de, je dirais, de quête totalement anarchique, parce que c'est pas forcément très organisé, il va construire sa propre perception d'une marque, que ce soit un produit, un service, etc. Et dans la foulée, il va peut-être partir à la rencontre de cette entreprise. Donc, on a totalement inversé le rapport, ce qui fait d'ailleurs que la publicité historique, qui était descendante, qui était verticale, a beaucoup moins d'ascendante aujourd'hui qu'elle en avait dans le passé. Et cette nouvelle dynamique relationnelle entre l'entreprise et le client amène un autre point qui est évidemment extrêmement important, c'est que la culture relationnelle de l'entreprise est totalement bouleversée. L'entreprise a eu l'habitude pendant 1 siècle et demi d'avoir sous le contrôle de la rencontre. Et puis du jour au lendemain, ben non, c'est le client qui décide d'aller à gauche, à droite, de la questionner, de la vilipender, de la boycotter, etc., etc. Et donc, l'entreprise, elle doit basculer de ce que moi j'appelle historiquement la communication, donc quelque chose de vertical et de descendant, vers de la conversation. Et là, la conversation, qu'est-ce qu'il y a dans le mot conversation? C'est écoute, c'est on est au même niveau, c'est du dialogue, et c'est donc cette dimension participative, si tu veux. Ben, l'entreprise, très souvent, culturellement, n'a pas été formée à ça. Et donc, là, il y a des ajustements qui sont parfois... les entreprises qui vivent un certain nombre de scandales ont des grosses difficultés à gérer des scandales dans la durée. Pourquoi? Parce que ils se disent, mais pour qui ils se prennent ces clients? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? On a eu un scandale avec un des leaders mondiaux du lait qui s'appelle Lactalis. Ils ont mis 4 jours pour répondre à un scandale. Nestlé sur les pizzas Buitoni a mis 8 jours pour répondre. Mais évidemment, 8 jours, Bruno, dans le monde des réseaux sociaux aujourd'hui, ben là, tu laisses partir, c'est une marée noire de critiques, etc., etc. Donc, l'image s'en trouve très, très affectée. Donc, c'est clairement un changement de rapport, de relation, de dynamique relationnelle dans laquelle l'entreprise, elle s'adapte évidemment aujourd'hui, elle est de plus en plus, je dirais, dans le nouveau moule, mais il y a quand même encore des difficultés. Il y a encore des difficultés. Ouais. Mais les gens qui sont au contrôle des points stratégiques là, pour contrôler les messages et donner le OK pour une autorisation là, pour répondre à une crise, ils sont quand même d'une autre génération. Et quand ils ont été à l'école, quand ils ont développé ces entreprises-là, où ils ont grimpé dans la hiérarchie de l'entreprise, c'était une autre mentalité. Est-ce que ça va prendre une nouvelle génération de leaders dans ces organisations-là, même dans les PME, pour arriver à vraiment bien arrimer et qu'il y ait vraiment une discussion? Ben, tu sens que c'est clair. déjà ça se fait? Oui, non, non, il y a là où tu as raison, c'est qu'il y a quand même une dimension générationnelle. C'est que l'ancienne génération n'était pas prête à basculer de la communication vers la conversation. Moi, j'ai entendu souvent certains patrons d'entreprise dire, mais à voix haute et très à l'aise, mais pour qui ils se prennent en parlant des clients? Non, mais etc. Le client est roi, non, mais il exagère, etc., etc. Donc, il y a clairement un enjeu générationnel. Cela dit, les nouveaux managers qui rentrent dans les entreprises aujourd'hui et qui vont être en charge de toute cette dynamique conversationnelle de l'entreprise, je pense qu'ils sont beaucoup plus au fait de ça. Pourquoi? Parce que eux-mêmes sont nés, les digital natives. Je vais donner un exemple très très précis. C'est que les commerciaux, ce qu'on appelle les commerciaux dans les entreprises, donc ceux qui gèrent la dynamique commerciale d'une entreprise, si je prends la dimension strictement générationnelle en termes démographiques, eh bien le commercial d'hier, donc celui qui passait 3 heures à midi pour essayer de conclure un contrat et ça allait se terminer sans doute par un cognac ou je ne sais pas quoi, ou une invitation à passer 3 jours en Floride, parce que ça se faisait aussi là-dedans, ben ce commercial-là, démographiquement, aura disparu en 2026. Et donc en 2026, 75% du profil démographique des commerciaux, ce seront des digital natives. Donc, des gamins et des gamines qui sont nés dans le numérique, qui savent ce que c'est l'interaction, qui savent ce que c'est la vitesse de réaction, etc., etc. Donc, on sera dans une autre culture relationnelle. Mais on est dans cette sorte de passage générationnel qui va, à mon avis, influer beaucoup sur la capacité à gérer cette nouvelle relation avec
le consommateur 3.0, oui. Tu mentionnais le numérique qui avait changé le contact entre l'organisation et le client. Je présume que la pandémie, ça a été ça aussi, ça a bousculé les habitudes aussi. Donne-moi un exemple dans ce que tu me dis là. Je pense au Renault Dépôt de ce monde. Tout le monde s'est mis à la construction là, pendant la pandémie. Ces gens-là fermaient les magasins, ouvraient, ont revu leur modèle de commerce pour arriver à satisfaire les besoins, pour même arriver à vendre le matériel qu'ils avaient en stock. J'ai l'impression que la relation, elle a changé. Ça a été, il y a eu comme un rapprochement. J'ai l'impression que ça a changé. Peut-être la confiance, on a commencé à jouer sur autre chose. On a senti les entreprises être plus près, être plus humaines. Alors là, tu touches en effet un autre point. Quand je parle du nouveau consommateur 3.0, aujourd'hui, je dois te dire que le sujet que j'aborde dans mes interventions, je le fais plus consommateur 3.0, je dis consommateur dans la tourmente. Et la tourmente, c'est le 3.0. Et j'ajoute ce que tu viens d'évoquer, la crise. La crise de Covid qui a commencé il y a 3 ans et demi et qui fait qu'aujourd'hui, il y a eu de l'accélération dans certains types de comportements des clients à cause de la crise. Et un point qui est intéressant, c'est que l'entreprise, elle l'a pas toujours compris, parce que certains ne l'ont toujours pas fait, elle a dû comprendre qu'à un moment donné, elle devait adopter peut-être d'autres postures en termes relationnels, entre autres, comme exemple, la posture de l'humilité, la posture de la proximité, la posture de l'empathie, la posture de la solidarité, etc., etc. Et tous des éléments, en fait, qui aujourd'hui, je peux les regrouper sur l'entreprise doit réexplorer sa vraie raison d'être pour connecter avec le client. Et ça, c'est dans les 3 dernières années, je n'ai jamais été personnellement, professionnellement aussi sollicité dans les discussions pour réfléchir à la raison d'être profonde de l'entreprise. Donc, on se pose des questions, je dirais, plus existentielles aujourd'hui. Et derrière ces questions-là, évidemment, la relation avec le client est occupée à évoluer. Et les entreprises qui ont compris ces besoins de proximité, d'empathie, etc., ben, elles ont gagné de la place. Elles ont gagné de la place. Et en même temps, on a ce comportement de e-commerce qui était déjà pas mal installé, dans certains domaines, a complètement explosé. Mais ça n'empêche, et c'est ça qui est intéressant dans ce qui se passe aujourd'hui, c'est que tu as une sorte de double accélération. On va beaucoup plus vers le e-commerce sur pratiquement tous les types d'achats, y compris dans l'alimentaire, mais en même temps, on a une exigence de la part du client que si je vais dans la relation physique avec le commerce, d'une manière ou d'une autre, je m'attends à avoir une expérience qui, qualitativement, est très différenciée. Donc, on est sur du fonctionnel avec le e-commerce, très basique, très froid, très dur, et en même temps, un émotionnel extrêmement exigeant à travers l'expérientiel. Et l'un ne veut pas dire que l'un ne va pas tuer l'autre, mais on est dans cette sorte de complémentarité. Et c'est intéressant, je voyais à un moment donné Netflix qui a racheté un cinéma à New York qui s'appelle le Paris, et qui l'a entièrement rénové. Ben, quelle était l'explication de Netflix? Il disait une marque qui est née dans l'intangible, enfin ce que moi j'appelle l'intangible, le numérique, ne peut pas exister que dans l'intangible. Elle doit avoir des points de contact qui sont des points d'émotion, des points de relation. Et en fait, les Apple Store, ils ont compris ça il y a 15 ans. Hein. Mais je veux dire, on voit cette accélération à travers la poussée du e-commerce de en même temps être attentif à soigner le relationnel. Et le client peut très très bien aujourd'hui, et il y a une marque en France qui l'a très 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 bien montré, c'est intéressant parce que son nom c'est TheReblochonCompany.com. C'est une entreprise de e-commerce qui est basée en Haute-Savoie et qui maintenant a changé de nom. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils vendent, la majorité des produits qu'ils vendent sont trouvés chez Decathlon aussi. Et comme tu le sais, Decathlon est un leader international dans le matériel sportif. Mais donc, cette entreprise vend pratiquement les mêmes produits et d'autres produits un peu plus exclusifs. Ils sont dans le e-commerce comme Decathlon. Par contre, l'expérience client, elle est exceptionnelle. Et ça fait la 2e année ici qu'ils sont le meilleur site de e-commerce dans ce domaine-là. Donc, tu peux battre un concurrent bien plus fort que toi à condition de travailler l'expérience client. Et c'est un exemple assez intéressant qui montre cette sorte de dualité, si tu veux. Mais ton client 3.0, donc ses attentes ont changé, là. Ses attentes ont changé, c'est-à-dire que pour lui, le produit ou le service
au point de départ, doit être impeccable. Il n'y a plus de discussion. Je ne parlerai pas avec une entreprise sur laquelle le produit et le service est encore négociable en termes qualitatifs. Donc ça, c'est réglé. Donc, qu'est-ce que je m'attends pour le reste? Des livraisons hyper fiables, des remboursements en temps et lieu, des ceci, des cela. Donc, toute la partie expérientielle va devoir devenir beaucoup plus, discriminante d'une marque à l'autre. Parce qu'en fait, je ne parlerai plus aujourd'hui sur des produits et des services qui ne sont pas impeccables. Donc, en fait, il y a un glissement de la valeur. C'est-à-dire que c'était pas une Gilmore qui avait dit ça en 99. Il disait, historiquement, une entreprise répond à une commodité par un produit. J'ajoute un service. Ça, c'était toute la dynamique à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Le service est devenu de plus en plus important. Et on a Howard Schultz, donc fondateur de Starbucks, qui dit, il y a 30-35 ans, il dit, être une entreprise qui a un excellent produit et un excellent service, ça ne suffira plus. Il faudra ajouter une expérience de qualité. Et donc, lui, quand il fonde le café Starbucks, 0 innovation dans le produit, 0 innovation dans le service, mais le lieu, l'expérience du café est totalement réinventée. Il y a des fauteuils, la Wi-Fi va arriver, etc., etc. Et donc, quelque part, en fait, il déplace la valeur. Je te reprends sur cet exemple-là. Même lui, ça a changé parce que tu as vu, pendant la pandémie, ils ont réouvert des Starbucks qui étaient que des comptoirs. On perdait cette expérience-là. Tout à fait. Et alors, ce qui est intéressant avec ton point sur la COVID, c'est que la COVID a remis en avant, et là, on est plus dans la sociologie que dans le marketing ou la communication, a remis en avant l'énorme besoin des citoyens consommateurs ou des citoyens clients, l'énorme besoin relationnel et d'appartenir à une communauté. Je ne sais pas si tu te souviens, mais les applications les plus téléchargées dans la première année de Covid, les 5 applications les plus téléchargées dans le monde, c'était des applications relationnelles, style Zoom, Teams, etc., etc. Donc clairement, je veux dire, le confinement a amené ce consommateur et ce client à se reposer la question sur la dimension relationnelle. Et Starbucks l'a très bien compris en réouvrant de fait des cafés. Donc tu vois, ce consommateur 3.0 aujourd'hui, il faut que toi, entreprise, tu as compris que tout ce qui est fonctionnel, tu me le règles en un clic et ne m'emmerde pas avec le reste. Ça, c'est un acquis. Ça, c'est une base. Quand j'ai ça, j'ai rien. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant sur le côté? Comment tu vas me parler? Comment tu vas interagir? Je prends un exemple qui est Back Market ici, qui est tout du reconditionnement de matériel informatique ici en Europe. Tu dois voir la façon avec laquelle, à travers les courriels, dans la relation, ils interagissent avec toi. C'est extrêmement souriant, il y a de l'humour, il y a de l'empathie, mais alors partout. Or, c'est simplement une plateforme de reconditionnement, mais ils y ont mis du style, ils ont mis de la couleur, ils ont mis de la chaleur, et c'est là où c'est parfois certaines entreprises croient aujourd'hui que le 3.0, en tout cas le numérique, c'est juste résoudre des enjeux fonctionnels. Non, ça c'est du basic, c'est pas ça, c'est autre chose. Et c'est ça qui est un peu le paradoxe d'ailleurs, c'est que parfois, je me fais interpeller en disant « Oui, le numérique, tout est devenu abstrait, tout est devenu froid. » Non, au contraire, ça n'a fait qu'accélérer le besoin de chaleur. Donc moi, ce que j'appelle aujourd'hui le concept de chaleur ajoutée. Tu sais, il y avait le prix Nobel d'économie en 2002, Daniel Kahneman. D'ailleurs, dans l'histoire des prix Nobel d'économie, c'est le seul qui n'était pas économiste, il était psychologue. Et les études de Kahneman, entre autres, démontraient que la relation entre une entreprise et un client était beaucoup plus pérenne, beaucoup plus solide dans le temps s'il y avait de l'émotion. Et c'était quand même 25 ans de recherche. Donc, il mettait déjà ça en avant en 2002, avant les réseaux sociaux. Alors, tu imagines aujourd'hui, avec la dynamique, tu sais, je veux dire, la viralité d'un vidéo sur YouTube, s'il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de viralité. Hein. Donc, je veux dire, on est là-dedans. Patrick Beaudoin, merci d'avoir partagé tes réflexions avec moi. Ça me fait grand plaisir et au plaisir de te retrouver. À bientôt, Bruno. Bye. Alors voilà la rencontre que j'ai eue avec Patrick Beaudoin. Mais enfin, c'est la version courte de cette discussion avec Patrick Beaudoin parce que pour écouter la demi-heure au complet, vous pourrez la retrouver sur moncarnet.com ou votre plateforme de podcast préférée dès lundi.
Le professeur Jean-Hugues Roy de l'UQAM a publié il y a quelques jours un article dans la presse qui met en garde contre les risques potentiels d'un Facebook, d'un Instagram sans nouvelles et qui souligne au passage l'importance des médias dans la plateforme. Selon lui, la réduction de l'information journalistique pourrait non seulement appauvrir la qualité du contenu, mais aussi avoir des conséquences plus larges sur la dynamique sociale et l'économie de la plateforme. Pour aller plus loin dans sa réflexion, je lui ai lancé l'invitation. Il a accepté. Alors, Jean-Hugues Roy, bonjour. Bonjour, Bruno. Jean-Hugues, première chose que je veux savoir, d'où est venue l'idée pour toi de prendre ce pas de recul et d'étudier 8 millions de publications? C'est venu même avant. Oui, parce qu'on ne fait pas ça rapidement. Là. Non. En 2021, février, là, quand Facebook avait fait la même chose en Australie, je me suis posé la question à ce moment-là s'il souhaitait faire la même chose au Canada, parce que déjà à l'époque, dans mes discussions avec des représentants de Facebook, ils disaient, là, on fait tout pour ne pas faire la même chose au Canada. Mais sous-entendu était, le message était que on n'hésitera pas à le faire. Là, on a enlevé l'information aussi au Canada, comme on vient de le faire en Australie, là, si besoin est. Donc, je l'ai fait. J'ai fait une première expérience à ce moment-là, avec des contenus de l'année 2020, en français. Je me suis pas limité au Canada. Je suis allé chercher également des contenus en France, en Belgique, en Suisse, tous francophones, pour voir donc quand on retranchait l'information de ces contenus-là, qu'est-ce qui reste. Alors, puis j'ai écrit un paper, là, un article dans une revue évaluée par les pairs, là, qui s'appelle First Monday, puis le titre dit tout. Le titre, c'était Kittens and Jesus. Qu'est-ce qui reste donc dans un newsless Facebook. Et puis c'est ça, moi je m'attendais, au départ je me disais, il va y avoir de la désinformation, c'était un peu aussi ce dont on parlait beaucoup quand ils avaient enlevé l'information en Australie, qu'ils laissaient le champ libre à la désinformation. Alors, c'est ça ce que je m'attendais de retrouver. Puis j'ai été surpris de ne pas en retrouver tant que ça, là, surtout au Québec, en Suisse, en Belgique. Là. En France, il y en a quand même. Il y avait des pages Facebook comme The Epoch Times, RT, Russia Today également, qui surnageaient. Mais au Québec, il y avait beaucoup moins de contenu de désinformation. Ce qui ressortait, c'est ça, c'est des contenus viraux, des politiciens, mais aussi beaucoup des pages évangéliques. Bon. Il faut dire, faut juste revenir sur la méthodologie. Là. Moi, je travaille avec un outil qui s'appelle CrowdTango, qui est fourni par Meta, et ce à quoi il nous donne accès, ce sont les pages qui sont administrées dans un pays donné. Donc, c'est des pages administrées au Canada. La majorité, c'est des contenus qui touchent les Canadiens, mais il y a beaucoup de pages administrées par des Canadiens, mais qui s'adressent à des auditoires européens, africains, nord-africains. Alors, il faut faire le ménage dans tout ça. Là. C'est peut-être ça qui prend le plus de temps. En fait, je conserve, en enlevant les médias, dans les contenus non médiatiques, il y a ça aussi. Les contenus religieux, beaucoup, donc il y en a une bonne partie, je pense, qui s'adressent à des auditoires à l'extérieur des frontières du Québec. C'est peut-être ce qui explique leur prévalence. Mais la désinformation, ça devrait s'adresser aux Canadiens d'expression française, mais bon, il y en a pas tant que ça. Alors, j'ai voulu refaire l'expérience plus récemment, maintenant que Meta l'a fait au Canada. J'ai fait une extraction de contenu au mois de mai pour le magazine Le 30, là. Donc, j'avais déjà tout ça, tous ces 8 millions de posts Facebook. Puis là, je suis allé en chercher plus là, que ce que j'avais fait pour de l'année 2020. Donc, à tous les mois, je demandais les pages administrées au Canada, en français, les 300 qui obtiennent le plus d'interactions. Donc, pour le mois de janvier 2021, février 2021, et ainsi de suite jusqu'en mai 2023. Donc, 8 millions de posts. Puis voilà, j'avais une liste de médias qui était facile à identifier. Puis tout le reste, j'ai regardé quelles sont les pages qui ont le plus d'interactions, tout ça, les mots-clés qui reviennent le plus souvent. Bref, c'est brossé à grands traits, c'est ce que j'ai écrit, mais en tout cas, c'est l'essentiel qui ressort. Puis c'est ça, un Facebook dont on enlève, dans lequel il n'y a plus d'informations. C'est un Facebook dont je pense que les gens vont se tanner très vite. Parce que l'information, on dit beaucoup que les gens utilisent les réseaux sociaux pour s'informer, mais ils ne font pas volontairement. Là, ça passe à travers ce qu'ils consultent et les raisons premières pour lesquelles ils vont. Parce que quand on regarde les chiffres que tu publies dans l'article, je trouvais ça intéressant. C'est la première fois que je vois des vrais chiffres qui contiennent ça. Tu dis qu'il y a 12,5% du contenu qui vient des médias, là, qui est généré par les médias. Et ça, parallèlement, ça génère 10% des interactions. Oui. Donc, là, on arrive à chiffrer ce que ça vaut.
Puis là, on parle, ça veut dire des millions de pages, des millions de discussions sur le volume que tu as étudié. Mais si on regarde le 12,5 puis le 10 dans les deux catégories, là, ça démontre aussi que le réseau Facebook, ça carbure pas à l'information. La première utilisation que les gens en font, c'est pas ça. Pas ça, effectivement. Mais en même temps, les chiffres, tu dis qu'ils sont petits, mais en même temps, ils sont gros. Ils sont gros pour ce qu'ils représentent. Oui. Anglais. Tu sais, j'avais fait une étude semblable aussi en 2020, l'année 2018, 2019, première moitié de 2020, j'avais des contenus du Canada anglais aussi. Je regardais juste le Canada, mais dans les deux langues. Et donc, j'avais séparé les médias canadiens anglais, canadiens français et tout le reste. Et il y avait une grosse différence entre la Facebook sphère francophone au Canada et la Facebook sphère anglophone. Les médias sont beaucoup plus importants en français. Tu sais. Au Canada anglais, c'est encore moins que ça. Les médias francophones, sur ces années-là, c'était 15% même des interactions, alors qu'au Canada anglais, on était plutôt de l'ordre du 5%. Donc, ce qui faisait que j'arrivais à une moyenne canadienne d'à peu près 7%. Tu sais, bon. Donc, c'est ça. Tu dis, effectivement, l'information dans Facebook, c'est pas si important que ça quand on regarde les contenus. Peut-être, effectivement. Mais je pense que s'il y en a pas, c'est parce que ça, les gens ne vont pas sur Facebook pour s'informer en général, mais la présence d'informations enrichit les conversations qu'on peut avoir, l'expérience, le UX, le user experience qu'on a dans Facebook. S'il n'y a plus d'informations, à mon sens, il va s'appauvrir. On va s'en rendre compte quand ce sera plus là. On s'en rend peut-être pas compte maintenant, mais c'est ça, quand on échange, quand on discute de ce qui se passe au Québec, au Canada, sur Facebook, l'information, on s'en sert, elle est là, elle est présente. Et elle peut nous servir à gagner des arguments contre quelqu'un avec qui on s'obstine. Tu sais. Ah oui. Ben, elle sert à nourrir la conversation. Oui, et donc c'est ça, c'est pour ça qu'elle prend plus de place que les pourcentages auxquels je suis arrivé. Tu sais. Mais tout de même, c'est intéressant parce que c'est la première fois qu'on a des vrais chiffres. C'est un peu comme quand la grande patronne là, de la coop de l'information qui avait révélé que 1/3 de leur trafic venait de Facebook. Ben, c'était la première fois qu'un média chiffrait l'importance. Et quand je lisais ton article, je me disais, OK, on prend l'exemple des coops de l'info, là. Les coops de l'info vont chercher 1/3 de leurs visites de Facebook, alors que les médias, puis j'imagine que les coops, c'est pas le 12%, le 12%, là. Donc, à toute proportion gardée, pour les médias, Facebook est pas mal plus important que pour Facebook, les médias peuvent être importants. Oui, effectivement. Aujourd'hui, on peut faire ce constat-là. Mais il y a quand Facebook n'était pas ce qu'il est aujourd'hui, quand Facebook n'était pas Meta, quand Facebook était encore naissant et qu'il cherchait des contenus, ça, il y a des études qui le démontrent, qui ont documenté tout ça. Facebook cognait aux portes des médias d'information des États-Unis et de partout dans le monde pour qu'ils ouvrent leur page Facebook, pour que justement les utilisateurs de Facebook aient de quoi à se mettre c'était le chant des sirènes, on s'en souvient de ça. Oui. Puis effectivement, c'était pour avoir des contenus sur lesquels discuter, là, tu sais. Facebook avait besoin des médias à l'époque. Puis les médias, OK, c'est qui ça, Facebook? C'est quoi ça? On donne-tu nos contenus là? Puis là, hop, c'est quand même une grosse compagnie qui a de plus en plus de monde, tu sais, qui sont là-dessus. OK, allons-y, tu sais. Puis, je veux dire, les journalistes, on est de même, on travaille pour le public, donc on veut faire en sorte que l'information qu'on trouve, qu'on produit, elle rejoigne le public, puis quel que soit le canal qu'elle prend. Et donc, Facebook, c'est un nouveau canal qui s'ouvrait. Allons-y, tu sais. Les médias auraient été fous de ne pas le faire. Oui, parce que le public était là, et encore plus aujourd'hui. Oui, tout le monde dit les médias, ils sont fous d'avoir donné leur contenu. Ben, non, je pense qu'ils n'auraient pas pu ne pas le faire. Et puis bon, voilà. C'est pour ça que moi, la relation entre les médias et Meta, elle est mutuellement bénéfique. Oui, ben c'est un tango qu'on danse à deux. Mais c'est drôle parce que l'exemple que tu donnes, ça me rappelle ce qui s'est passé avec AOL à l'époque. Ça, c'est avant l'Internet, là. Ouais. Mais AOL avait des ententes commerciales avec les fournisseurs de contenu, avait un scénario de partage de revenus bien établi. Et ça a fonctionné pendant que ça fonctionnait. Mais on se dit, pourquoi les médias ont pas travaillé dès le départ sur ce modèle-là?
C'est venu par la suite avec les instant articles, par exemple, hein, effectivement. Peut-être parce qu'ils y voyaient leur avantage. Tu sais, l'achalandage qui était procuré par Facebook, par Google également, là, OK, là, ils pouvaient vendre de la publicité sur leur propriété numérique, sur leur site web et tout, du Google AdSense et tout. Mais maintenant, avec le temps, cette relation mutuellement bénéfique On veut revoir cette relation-là. Je pense, oui, elle est pas mal moins bénéfique maintenant pour les médias d'information. Puis je lisais sur X, feu Twitter, là, Norman Spector qui réagissait à ton... puis lui, il quotait, il reproduisait la citation exacte du communiqué de Meta qui disait « les médias, c'est eux-mêmes qui mettent leur contenu sur notre plateforme. Pourquoi on paierait pour ça? » Alors, dire ça, c'est considérer l'information comme une marchandise. Comme n'importe quelle autre. Une denrée, tu sais, puis l'information, ce n'est plus une marchandise. Tu sais, l'information a été longtemps une marchandise. Depuis le 19e siècle, elle a permis à plein de monde de s'enrichir, les démarrais. Monsieur Pellado, du Journal de Montréal, tu imprimer une machine à imprimer de l'argent. Bon, maintenant, ce vieux modèle d'affaires-là, des médias, il faut le donner ça à Facebook. Tu sais, et Meta et Google ont mieux adapté le bon vieux modèle d'affaires du 20e siècle. On attire votre attention avec du contenu, puis on vend de la pub en retour. Alors, oui, c'est vrai. Mais maintenant qu'on donne ça à Meta et à Google, il faut aussi que d'autre part, Meta et Google se disent l'information, c'est pas un contenu comme les autres. L'information, c'est un bien public. Dans les sociétés dans lesquelles on est implanté, l'information, c'est un bien essentiel, c'est un besoin essentiel de nos abonnés, des citoyens qu'on dessert. Là, et puis, c'est pour ça que ce contenu-là, il faudrait faire des efforts pour le soutenir, parce qu'il nous alimente aussi. C'est ce qui permet donc à nos abonnés de pouvoir échanger sur les sujets qui sont dans l'actualité. Parce que c'est ça, s'il n'y en a pas, l'expérience de leurs abonnés va s'appauvrir si les médias sont plus là. Et Jean-Hugues, faisons de la prospective un peu. Disons qu'il n'y a pas d'entente avec le gouvernement canadien, que Facebook ne veut pas contrevenir à la loi canadienne. On va prendre selon leur approche, là. Ouais. Donc, il y a un blocage de l'information. À qui ça va bénéficier? Parce que tu as fait le tri de qui est là, qui est pas là. À qui ça va bénéficier, cette absence d'information? Personne. Pour moi, c'est, comme je disais, c'est mutuellement bénéfique, la relation entre les plateformes et les médias. Les deux vont perdre. Et même, il y a un troisième perdant qui est le public canadien. Est-ce que tu mentionnais tout à l'heure le monde religieux, les personnalités publiques, les pièges à clics? Ça, c'est autant de présence, là. Oui, c'est vrai. Dans ce sens-là, effectivement, c'est ferme de contenu, puis tous les contenus non médiatiques, vont proliférer, mais je suis pas sûr que les abonnés, chaque abonné de Facebook vaut à peu près $10, si je me rappelle bien, par année, là, ou par trimestre, là, pour Meta. Mais en Amérique du Nord, les États-Unis, Canada, c'est $50. Les abonnés, là, le monthly revenue per user, là, les revenus par utilisateur, là, en Amérique du Nord, c'est ça, c'est à peu près $50, $53, si je me rappelle bien, US. On vaut cher. Donc, on sera plus là. C'est de ça aussi dont Facebook se prive, je pense, en rendant sa plateforme moins intéressante. J'ai aucune donnée, là, on peut pas prévoir l'avenir, mais dans ce scénario-là, mon intuition, c'est que des gens vont se désintéresser progressivement de Facebook s'il y a plus d'informations. Déjà, Facebook plafonne, en Amérique du Nord. Je suis pas certain qu'ils vont croître, qu'ils vont pouvoir croître encore s'ils ont plus d'informations sur leur plateforme. Alors, c'est ça. Le public canadien perd un canal d'information. Les médias aussi, ils vont perdre parce que c'est ça. Ça amène de l'achalandage. Il faut bien le reconnaître, ça aussi. Mais Jean-Hugues, est-ce que ça te surprend la plus récente pierre que Meta a amenée dans ces pressions qu'elle fait? Parce qu'au départ, c'était de bloquer le contenu journalistique, médiatique canadien. Mais là, ce qu'on apprend dans la nouvelle mise à jour du mois de juillet, c'était que Facebook va également interdire le contenu qui vient de d'autres médias étrangers. Ça, c'est un peu particulier. Comment toi, tu décryptes ça? Il avait fait ça en Australie également. Ça allait dans les deux sens. Les abonnés australiens de Facebook n'avaient plus accès aux médias australiens, mais à tous les médias du monde entier. Puis les gens de l'extérieur, on n'avait plus accès aux médias australiens. Ça, je ne sais pas. Est-ce que dans ma compréhension aussi du communiqué de Meta, c'est que les médias vont pouvoir continuer, du Canada, vont pouvoir continuer à mettre du contenu s'ils veulent là, sur leur page Facebook. Il va continuer à être accessible à l'extérieur du Canada.
C'est ce que j'ai compris. Comment ils vont réussir à faire ça, par contre, tu sais? Comment ils vont identifier des médias de partout dans le monde pour empêcher à leurs abonnés canadiens d'y avoir accès? Ça, j'ai très hâte de voir ça. D'ailleurs, ça n'a pas commencé. Enfin, non, c'est ça, effectivement. Je suis allé voir les données de Super Triangle encore. Là. J'ai 300 pages de médias, puis les interactions continuent d'être aussi grandes hier encore qu'il y a une semaine ou deux. Là. Alors, je sais pas. Peut-être que c'est juste de la négociation. Tu sais. Peut-être que. Ils ont jusqu'au mois de décembre pour négocier comme ça. Oui. Puis il y a une nouvelle tenir ministre. L'épée de Damoclès juste au-dessus. Ouais. Ils ont. Parce que c'est ça. Tu sais, il y a plein de choses avec lesquelles je suis d'accord dans ce que Google et Facebook disent. Tu sais, c'est vrai que ça a pas d'allure de mettre un montant sur un lien. Tu sais, l'Internet ouvert, c'est la neutralité de l'Internet, c'est oui, ça. Oui, faut garder ça. Mais en même temps, je me souviens d'une conférence de Tim Berners-Lee, il disait l'Internet, que je voulais donner le web là, mais là, ces compagnies-là comme Facebook sont en train d'ériger des jardins privés à l'intérieur du Facebook ouvert, du web ouvert que j'ai créé. Ça n'a pas d'allure. Tu vois, donc, Meta était le champion du web ouvert. Je suis pas sûr. Alors, que ça soit non, Google, peut-être plus, mais Meta, non, plus tellement. Alors, et puis, quand tu lis le projet de loi californien, tu sais, le projet de loi canadien, la loi canadienne, la loi australienne ne disent pas que c'est un lien vaut de l'argent. On peut le conclure, là, mais la loi californienne, elle le dit. Nommément. Pour les plateformes devront faire une liste des liens qu'ils font vers des médias et c'est ce qui permettra de calculer le montant qu'elles devront remettre aux médias. Alors, c'est en Californie, là. C'est c'est plus, ils vont beaucoup plus loin, donc en Californie, c'est donc c'est pour ça que s'ils bloquent l'information, si l'information reste bloquée au Canada, est-ce que ça aura une influence aussi sur le projet de loi californien qui est sur la glace pour l'instant? C'est un peu aussi le match qui est en cours. Quand on parle à l'époque, il y a 3 semaines, je parlais avec Pablo Rodriguez et il le sent, puis il le sait. Il était en contact avec des ministres du patrimoine ou culturel de chaque pays et il le sent, cette pression-là. Ils savent que c'est de la jurisprudence qui se fait au Canada. Alors évidemment, comme tu le dis, si ça se ferme ici, ça sera quoi l'impact ailleurs? Mais en terminant, Jean-Hugues, de ta chaise d'observateur, quand tu regardes ça, parce que ça fait quelques années, mettons, que tu observes ça, est-ce que tu vois la possibilité, connaissant l'approche de Facebook, de Meta, pardon, connaissant l'approche de Google, est-ce que tu vois la possibilité d'un terrain d'entente possible avec le gouvernement canadien aujourd'hui par rapport à ce scénario-là? Oui, en comité parlementaire, moi, sénatorial, en fait, j'ai dit que j'étais d'accord avec une proposition d'Internet Canada, par exemple, qui disait l'Internet Society Canada, qui disait que ça pas, au lieu de faire des négos, là, un média à la fois avec les plateformes, c'est long, les négociations vont se multiplier. Pourquoi ne pas mettre de l'argent dans un fonds? Puis les deux entreprises ont dit qu'elles étaient d'accord avec ça. Google et Meta sont d'accord. Avec le principe général du soutien de l'information. Ils veulent le faire plus selon leurs termes. Là. Donc, ils seraient prêts toutes les deux à mettre dans les années passées, ils l'ont fait aussi, ça. Ils l'ont fait. Différentes initiatives. Pas à hauteur du montant dont on parle, on s'entend, mais quand même, ils l'ont fait. C'est ça, ils l'ont fait. Bon, je pense que c'était plus pour, tu sais, le Facebook l'a fait juste après l'adoption de la loi australienne, là, tu sais. 8 millions sur 3 ans, je veux dire, bon, je pense que ça peut être pas mal plus généreux que ça. Il y a ça aussi. Ça pourrait être, tu sais, si la ministre, donc, il faudrait peut-être changer la loi, c'est peut-être plus compliqué, mais je veux dire, ça pourrait être ça, une solution une sortie de crise. Là. On crée ce fonds, les deux entreprises mettent de l'argent dedans, peut-être d'autres entreprises. Tu sais, je sais pas, en Californie, quand tu lis le projet de loi, encore une fois, tu sais pas, les Meta et Google sont pas nommés, mais quand tu lis la définition, je veux dire, ça pourrait s'appliquer à Microsoft, qui a LinkedIn, ça pourrait s'appliquer à TikTok, tu sais, ByteDance, bon, bref, mais donc c'est ça. Si on avait ce fonds-là, il faudrait que ce soit pas mal plus important que les 8 millions sur 3 ans que Meta a promis. Et moi, c'est ça. Alors, ça vaut combien l'information, tu sais? Moi,
si on se rapporte au... Meta dit que l'information, c'est à peu près 3% maintenant du contenu journalistique. Je pense que c'est un peu plus que ça, là, si on inclut le monde francophone. Mettons que c'est 5%. Bon, ben voilà, 5% de l'argent que Meta fait au Canada. Juste les 6 premiers mois de 2023, 2 milliards plutôt de dollars si la tendance se maintient. Donc, l'année, ça va être 4 milliards. L'année passée, c'était aussi 4 milliards. Fait que 5% de ça, c'est à peu près 200 millions. La moitié de ça, je pense, ce serait bon. 100 millions de Meta, 100 millions de Google, on arriverait à 200 millions de dollars par année. Ça revient à peu près à ce qui a été obtenu en Australie. Puis on est loin du 300 millions de ce que le directeur parlementaire du budget avait calculé. Là. Je pense que c'est ça. 200 millions, je pense que ce serait bon. C'est pas ça qui va faire... Tu sais, les médias ne seront pas dépendants uniquement de cette source de revenus-là. Il faudra que ça fasse partie. Il faudra qu'elle cherche des revenus d'abonnement encore, de la publicité encore. Il y aura des crédits d'impôt encore. Donc, mais il va y avoir une nouvelle source de revenus qui va enrichir le cocktail le cocktail du modèle d'affaires des médias canadiens. Puis, mais je pense qu'on a besoin. S'il n'y a pas ça, là, je pense que ça pourrait faire la différence entre l'encre noire et l'encre rouge là, pour bien des médias. Là. Jean Garoua, professeur à l'École des médias de l'UQAM, merci d'avoir pris de ton temps, en cet été pluvieux, pour répondre à mes questions. Merci de ton invitation, Bruno. Dans les circonstances aussi, là, je suis très, très content d'avoir pu te parler aujourd'hui. Je te remercie. Salut. Ciao. Après une collaboration de presque 11 ans, on apprenait à la fin du mois dernier que l'entreprise montréalaise Turbulent venait de rejoindre la famille Cloud Imperium Group. Parmi leurs collaborations, je pense que c'est celle qui va vous taper plus dans la tête, là, le jeu Star Citizen, un jeu qui a établi quand même un record mondial en matière de sociofinancement. Écoutez, on parle d'un jeu qui a amassé depuis 2012 580 millions de dollars. Alors, pour parler de ce changement, qui est quand même assez important chez Turbulent, on rejoint Benoît Beauséjour. Il est cofondateur de Turbulent et chef exécutif des technologies. Bonjour, Benoît. Bonjour. Pourquoi cette décision de changer l'actionnariat au sein de l'entreprise? En fait, ça fait plusieurs années qu'on en discute. Donc, quand on travaille pendant 11 ans sur un projet, on s'investit de plus en plus. Aussi, les équipes qui travaillaient sur ce projet-là étaient de plus en plus grosses. On avait une grande affinité avec Chris Roberts et son équipe, donc qui ont eux fondé Cloud Imperium, donc qui sont responsables à la base de l'idée et de l'exécution de Star Citizen. Donc, c'était un peu une progression naturelle d'arriver un peu à rejoindre le groupe. Il y a un désir aussi de donner un peu des carrières internationales à nos gens ici à Montréal, donc de pouvoir travailler plus proche avec les artistes avec lesquels ils travaillent dans d'autres milieux. Donc, Cloud Imperium étant partout dans le monde, ça permet vraiment de grandir un peu ce que nos équipes sont capables d'accomplir avec les autres. Donc, c'est un peu une progression naturelle. Puis en même temps, on cherchait à agrandir notre défi. Donc, je pense que on a prouvé en 10 ans que notre compagnie puis notre groupe était capable d'accomplir des grandes choses. Donc, on voulait continuer à faire ça, mais dans un scope plus grand. En fait, c'est un peu ça qui a motivé la décision. Je reviens sur quelque chose que vous avez dit dans votre réponse, de permettre à nos gens de travailler avec des plus grands, de travailler aussi ailleurs, à quelque part de faire rayonner votre savoir-faire. C'est un élément important, donc, aujourd'hui dans l'industrie pour un employeur, de permettre à son personnel comme ça de rayonner. Ben absolument. En fait, ça a toujours été, surtout chez Turbulent, c'est un élément de la culture d'entreprise qui a toujours été présent. C'est-à-dire, on veut développer les gens, on veut qu'ils construisent une carrière dans notre entreprise. Donc, on a des gens qui ont commencé au tout bas de l'échelle, qui aujourd'hui dirigent des parties de l'entreprise. Dans le cadre ici de cette nouvelle-là, c'est vraiment aussi de prendre les gens avec qui on a confiance, puis de leur permettre d'enlever un peu la barrière du client-vendor
relationship, c'est-à-dire donc la relation contractuelle, puis de dire non, on est la même équipe, on travaille tous ensemble. Donc, il y avait une grande partie de ça, puis de permettre à nos dirigeants, à nos équipes aussi de prendre des rôles plus actifs dans une entreprise qui est internationale. Qu'est-ce que ça change au quotidien? Ben, c'est intéressant parce que ça, la journée après, ça change absolument rien. Par contre, c'est quelque chose qui va changer, qui va permettre justement à nos équipes de prendre des responsabilités plus grandes. Donc, dans le jeu. Non seulement dans le côté jeu, mais dans le côté affaires qui englobe le jeu. Donc, peut-être juste pour donner un petit recap de ce que Turbulent a accompli dans le passé. Donc, au niveau de Star Citizen, on a primairement commencé avec la plateforme web. Donc, c'est vraiment notre point d'entrée dans ce projet-là. On a rencontré Chris en 2012, juste au début, à la fin du Kickstarter de Star Citizen. Puis on est venu les aider à construire une plateforme web pour financer ce projet-là sur plusieurs années. C'est comme ça que ça a commencé notre collaboration. Donc aujourd'hui, ben ces équipes-là sont toujours là. Ils ont grandi, ils s'occupent de vraiment beaucoup plus d'éléments. On est beaucoup plus intégré avec le jeu, mais il y a toujours eu cette division-là entre il y a l'équipe de jeu, puis il y a l'équipe plateforme, qui est l'équipe web, etc., qui était en fait turbulente. Tu sais. Puis là aujourd'hui, ben on veut de plus en plus intégrer ces équipes-là pour faire des parallèles. Donc avoir une expérience de jeu qui transcende juste avoir un jeu, mais aussi qui va aller dans la vie de tous les jeunes. Donc, ça, c'est le web qui nous permet d'aller jusque-là. Donc, nos équipes sont des experts à faire ce pont-là. Donc, c'est un peu comme ça que ça évolue. Puis c'est ça que ça change dans l'après-merger. C'est vraiment que là, on va pouvoir prendre des décisions qui vont nous permettre d'être encore plus efficaces sur ces fonctionnalités-là. Pour les cofondateurs, qu'est-ce que ça change? En fait, c'est sûr que ça a un gros... ça fait quand même 20 ans que Marc et moi et Claire... Vous portez l'entreprise sur vos épaules. Exactement, on porte l'entreprise. Dans le lendemain, en fait, ce qui est très intéressant, puis c'est une des raisons clés de pourquoi on a accepté de faire ce move-là, c'est qu'on a tellement confiance dans l'équipe exécutive de Cloud Imperium, mais en fait, on la rejoint. Donc, c'est un peu ça le changement. Donc, Marc et moi et Claire, on devient un peu dans le groupe exécutif de Cloud Imperium. Donc, on va pouvoir appliquer notre culture d'entreprise au projet. On va pouvoir aussi aider à faire rayonner notre studio, mais en plus à se joindre à d'autres studios pour les aider eux aussi à rayonner. Donc, en fait, on vient de tripler notre mise, en fait. On a encore plus de responsabilités qu'avant. Puis ça, c'est un super défi pour nous, en fait, de passer à cette étape-là. C'est un peu ce qui nous a motivés. Si je m'adresse au Benoît Beauséjour d'il y a 20 ans, là, quand vous avez commencé, il dirait quoi, lui, quand il a appris la nouvelle, puis maintenant, dans cette situation-là? Ben, je pense qu'il serait content, en fait, parce que quand on a parti de Turbulent, on voulait se faire une compagnie à l'image des gens qui travaillent en technologie. Donc, moi et Marc, on s'est connus initialement, qui est mon cofondateur. On s'est connus vraiment dans le temps des dot-com. Donc, des compagnies qui recevaient un financement en technologie. La majorité des compagnies dans cette époque-là avaient une espérance de vie très rapetissée. Puis nous, on était sur le plancher de production, on voulait partir quelque chose qui était à notre image, qui respectait les travailleurs, qui leur permettait de grandir dans une carrière. Donc, naïvement, on a commencé un peu comme ça. Le Benoît Beauséjour de 20 ans, dans ses conditions pour créer l'entreprise, c'était des spécifications d'un ordinateur. Là. Un Pentium 4 avec 128 MB de RAM. Fait que, il serait content aujourd'hui, surtout parce que fondamentalement, c'est un grand fan de jeux vidéo. Puis aujourd'hui, ben, on devient une compagnie de jeux vidéo de façon officielle. Puis pour moi, ça a toujours été une motivation. Tout ce qu'on a créé dans Turbulent à travers les 20 ans, que ce soit même dans les projets de télé, etc., avait toujours un penchant à jeux vidéo technologique. Donc aujourd'hui, c'est un peu une réalisation que oui, on est une compagnie de jeux, on fait partie d'un groupe qui fait des jeux, puis c'est ça notre ADN, en fait. Quand on pense à Turbulent, évidemment, on pense à votre studio à Montréal. De mémoire, il y avait Toronto. Vous êtes aussi à Lyon. Est-ce que cette installation-là tient toujours ou est-ce que c'est Montréal et Lyon et l'équipe de Toronto va rejoindre une équipe déjà existante dans la grande famille? En fait, dans tout ça, c'est sûr que
tout ça, ça va devenir dans la grande famille de Cloud Imperium. Donc, les studios de Cloud Imperium sont majoritairement à Manchester ou à United Kingdom. Donc, l'équipe de Lyon, elle, c'est toujours des gens qui sont un peu plus... Ces studios-là ont toujours été un peu plus petits. Que le grand studio de Turbulent a toujours été à Montréal. Donc, aujourd'hui, ce studio-là devient un studio de Cloud Imperium complètement, mais garde son identité. C'est ça qui est la partie la plus intéressante, c'est qu'il y a une valeur dans ce qu'on a construit, puis on le conserve de cette façon-là pour le recrutement, pour aussi amener un peu de notre connexion avec les milieux de Montréal, etc. Puis, mais on va aussi avoir beaucoup à faire dans les autres studios dans les prochains mois pour essayer d'aider cette intégration-là. Dans ce contexte-là, d'avoir beaucoup de choses à faire, est-ce que vous êtes toujours en recrutement? Toujours en recrutement, surtout dans les équipes plateformes, les équipes de jeux. Il y a jamais assez de... Toutes les postes sont jamais comblés dans un studio de jeu. Il y a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours des nouvelles équipes à créer. Spécialement en technologie, le projet de Star Citizen, autant sur le web que dans le jeu vidéo lui-même, est très, très ambitieux. On construit notre propre engin, notre propre technologie de streaming, notre propre technologie de networking. Ce qui fait qu'on est toujours à la recherche de gens qui sont vraiment intéressés à relever des défis de recherche et développement. Donc, c'est pas juste on crée un jeu, on a un engin déjà canné qu'on utilise. Non, au contraire, on construit toute la technologie qui existe pour Star Citizen est construite spécialement pour ce jeu-là. Puis ça fait longtemps que c'est en développement. C'est pour cette raison-là. C'est parce qu'on a besoin de créer de la nouvelle technologie qui va nous permettre d'arriver à la vision de Chris, en fait, qui était extrêmement large. Qu'est-ce qu'on souhaite à l'équipe de Turbulent qui fait maintenant partie de la grande famille? On leur souhaite d'arriver à se réaliser pleinement, maintenant qu'on est dans une grande famille globale, de se réaliser pleinement, puis d'avoir encore plus d'impact sur le succès du projet. C'est vraiment ça qu'on leur souhaite le plus. C'est ce qu'on vous souhaite. Benoît Beauséjour, cofondateur de Turbulent et chef exécutif des technologies. Merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions. Ça marche. Merci beaucoup, Bruno. On connaît l'intérêt de la Suisse pour l'argent, pour les fortunes, les grandes banques, mais ce qu'on sait moins, par exemple, c'est son intérêt pour les crypto-monnaies. Eh bien, c'est justement le sujet de la semaine de mon ami Thierry Weber. Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de Mon Carnet. Très souvent, la Suisse est apparentée, à tort ou à raison, je vous laisse juger, à l'argent. Mais depuis quelques années, c'est également l'Eldorado de la crypto qui est associé à la Confédération suisse. Alors qu'on a tendance à associer le monde de la crypto aux grands centres économiques en Suisse comme Genève ou Zug, eh bien la région de Neuchâtel s'est muée en terre promise de la blockchain. De manière collaborative, la communauté locale, l'État de Neuchâtel et les milieux industriels concernés ont collaboré pour la transformer en écosystème favorable au développement des startups fintech, les entreprises adeptes de technologies de la finance. À ce jour, une cinquantaine de sociétés liées à la crypto s'y sont déjà installées, mettant l'accent sur la démocratisation des monnaies numériques, la protection des données et les questions autour des droits d'Internet. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la spéculation n'y a pas vraiment sa place. Unie par une passion commune et portant les mêmes ambitions, la communauté crypto de Neuchâtel a établi une collaboration remarquable. Non seulement ils sont partenaires dans leurs projets, mais ils ont également tissé des liens d'amitié solides. Chaque jeudi soir, par exemple, ils se rassemblent dans un bar local pour un moment qu'ils ont surnommé Beer to Beer, faisant écho au concept de peer-to-peer bien connu dans le monde de l'informatique. Il est intéressant de souligner que cette communauté n'est pas seulement locale, elle accueille également des figures emblématiques du monde de la crypto, comme l'américaine Chelsea Manning de NIM Technology, spécialiste en sécurité et relations publiques, et l'influent mais discret expert du Bitcoin, l'anglo-iranien Amir Taaki, qui a choisi de s'établir dans la région. Ensemble, cette communauté dynamique envisage
la mise en place d'un centre Bitcoin à Neuchâtel, visant à être le point de convergence pour tous les passionnés de ce domaine. Alors plongeons-nous au cœur de l'univers de la crypto-monnaie ici en Suisse, en commençant par le parcours d'Alexis Roussel, l'une des figures pionnières du monde crypto en Suisse. Avec près de 10 ans d'expérience, Alexis est à la base de nombreux projets révolutionnaires autour du Bitcoin à Neuchâtel. Fondateur justement de NIM Technologies, il est reconnu pour son expertise en protection des métadonnées. Il y a 10 ans, il avait déjà flairé l'énorme potentiel de Neuchâtel dans le monde crypto, alors que dans d'autres régions comme Genève ont raté le coche. Pour Alexis, Neuchâtel représente un terreau fertile pour une collaboration basée sur la confiance. D'ailleurs, c'est également une région qui se situe au carrefour des cultures francophones et germanophones avec un riche héritage historique. Mais ce n'est pas tout, car Neuchâtel a également vu l'émergence d'une autre figure importante, Lionel Jeanneret. N'ayant même pas encore 40 ans, Lionel a déjà laissé sa marque dans différents domaines. Historien jurassien de formation, il est le fondateur de PVH, une maison d'édition basée à Neuchâtel qui se spécialise dans le fantasy et la science-fiction. Une particularité de Lionel, il publie tous ses ouvrages sous licence libre. Et oui, convaincu que l'art est fait pour être partagé, pour lui la crypto-monnaie n'est pas seulement une révolution économique, elle a un rôle politique, culturel et social majeur. Selon Lionel, le Bitcoin peut même être perçu comme un contre-pouvoir, une manière de remettre en question l'ordre établi. Alors, que pouvons-nous retenir de ces parcours ? La crypto-monnaie n'est pas seulement une monnaie digitale, c'est un mouvement, une philosophie et pour certains une révolution. Et dans cette transformation, Neuchâtel semble jouer un rôle central. Comme quoi, l'argent et la Suisse, c'est peut-être effectivement une vision à revoir. Pour rappel, si jamais Neuchâtel est l'un des 26 cantons qui constituent le beau pays de la Suisse. Allez, soyez prudents avec vos investissements, portez-vous bien et à très bientôt si c'est pas avant. Stéphane Ricoul nous transporte virtuellement en Chine cette semaine, alors qu'il s'intéresse à la façon dont le gouvernement chinois gère la question de l'intelligence artificielle sur son territoire. Damn if you do, damn if you don't. Bien souvent un beau casse-tête pour les dirigeants politiques, quel que soit le pays, quel que soit le régime. Et c'est le cas aujourd'hui pour Xi Jinping, le dirigeant autoritaire de la Chine, face à la promesse d'une intelligence artificielle qui permettra de contrôler un peu plus le monde à celui ou celle qui en maîtrisera la substantifique moelle osseuse. Pris à son propre piège de tout vouloir contrôler sans laisser le moindre interstice de liberté, Xi Jinping se retrouve face à des entreprises chinoises dont le potentiel pourtant démesuré de pouvoir prendre les devants en matière d'intelligence artificielle a été bridé par une réglementation stricte limitant l'accès à des données diverses et variées mais surtout nombreuses. Un élément sine qua non du fonctionnement de l'intelligence artificielle. L'administration du cyberespace de Chine a publié le 13 juillet dernier une réglementation provisoire sur l'intelligence artificielle générative qui rentrera là en vigueur maintenant le 15 août. Et cette réglementation énonce que les fournisseurs qui offrent des services au public devront soumettre des évaluations de sécurité et seront tenus de respecter les valeurs socialistes fondamentales dans leurs applications et de se conformer aux lois sur la sécurité nationale, entre autres. Un cadre donc très limitatif pour une technologie pourtant boulimique de données. On est loin de pouvoir croire que la Chine deviendra effectivement ce leader mondial de l'intelligence artificielle d'ici à 2030, comme le signalait sa feuille de route de 2017 publiée par le Conseil d'État. Mais permettez-moi de revenir sur cette réglementation provisoire sur l'intelligence artificielle promulguée par l'administration du cyberespace de Chine, qui tout d'abord exige des développeurs qu'ils adhèrent aux principes socialistes de base. Cela veut donc dire que la création et la distribution de contenus qui menacent la sécurité nationale de la Chine est totalement interdit.
Ensuite, les algorithmes qui sont susceptibles d'influencer l'opinion publique doivent être enregistrés auprès des autorités compétentes, forçant les fournisseurs d'intelligence artificielle générative à obtenir une licence conformément à la loi. Par ailleurs, l'intelligence artificielle doit éviter toute discrimination fondée sur l'origine ethnique, le sexe, l'âge, la profession ou l'état de santé, voire à être dotée d'un système de protection contre la dépendance pour les utilisateurs mineurs. Puis, les développeurs d'intelligence artificielle générative sont responsables de la détection et de l'arrêt de la génération de contenu illégal, signifiant donc qu'ils peuvent tout bonnement être poursuivis pour avoir tenté de créer du contenu illégal. Et enfin, l'autorité de régulation a le droit de connaître les détails du fonctionnement du modèle d'intelligence artificielle et peut exiger la divulgation des données d'entraînement, leur taille, leur type, les règles d'étiquetage et les algorithmes. On avouera que tout cela ne constitue pas les meilleures conditions à l'évolution d'une technologie pourtant jugée comme prioritaire pour l'économie et le pouvoir d'un pays. On va se le dire, la Chine, c'est pas le pays des droits de l'homme, mais celui des droits du Parti communiste. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de créer ou de diffuser du contenu qui menace la sécurité nationale. Oubliez votre idée de chatbot qui dit « Vive le Tibet libre ». Vous n'avez aucune chance que ça passe. Pas plus qu'une reconnaissance faciale qui identifie les Ouïghours, ou une synthèse vocale qui imite la voix de Xi Jinping en train de chanter l'hymne national américain. La Chine, c'est pas non plus le pays de la liberté d'expression. Donc, votre deepfake qui montre Donald Trump en train d'embrasser Kim Jong-un, vous devez avoir une licence pour ça. Un peu complexe que de faire de l'intelligence artificielle en Chine. Et si vous ne respectez pas ces règles, vous risquez gros, très gros, très gros. Vous pouvez être sanctionné, censuré, banni, arrêté, ou pire encore, vous pouvez être privé d'accès à TikTok. Cela dit, Xi Jinping permettra-t-il aux entreprises privées qui mènent actuellement la charge de l'intelligence artificielle de prospérer en se positionnant en contradiction avec les efforts de son propre gouvernement? Damn if you do, damn if you don't. Un véritable casse-tête chinois cette affaire. Et pour ne pas aider dans la résolution de ce casse-tête, il y a des restrictions américaines sur les exportations de semi-conducteurs vers la Chine. Élément essentiel s'il en est pour l'intelligence artificielle. Xi Jinping, qui voulait freiner l'expansion désordonnée de ce secteur, n'a pas trop de soucis à se faire, j'ai comme l'impression. Mais il y a une twist dans tout ça. Et pour la comprendre, il faut remonter en avril dernier, lors de la parution du projet de réglementation de l'intelligence artificielle. Dans ce projet, par exemple, certaines exigences étaient presque impossible à respecter, telles que l'obligation que le contenu créé par l'intelligence artificielle soit vrai et précis. Ça, c'est une chose. Mais surtout, c'est la portée de la réglementation qui a évolué. Ce qui s'appliquait à absolument tout le monde ne s'applique à présent qu'aux services destinés aux consommateurs, ce qui suggère que les produits commerciaux pourraient bénéficier d'une plus grande latitude. Pas fou, le gars, quand même. Et les marchés, d'ailleurs, n'ont pas tardé à réagir positivement à ce que l'on pourrait appeler un assouplissement du règlement, même si République populaire de Chine et assouplissement vont difficilement dans une même phrase. Baidu, l'opérateur en arrière du moteur de recherche, s'est tapé un plus 30%, surpassant de 9 points de pourcentage l'indice Nasdaq Golden Dragon des sociétés chinoises cotées en bourse. Et pourquoi, selon vous? Parce que Baidu est la première grande entreprise chinoise à proposer une réponse à ChatGPT, faisant en sorte qu'elle fera aussi partie du premier groupe de candidats à obtenir l'approbation pour commercialiser son chatbot, qui est actuellement en phase de test et grâce auquel les analystes estiment que les revenus annuels de l'entreprise pourraient augmenter de 13% d'ici à 2025. Avec 50 milliards de revenus aujourd'hui, ça donne quand même un beau chiffre d'affaires d'ici 2 ans. Mais encore une fois, les États-Unis pourraient jouer les troubles faits dans tout ça en resserrant les restrictions à l'exportation vers la Chine des semi-conducteurs dédiés à l'intelligence artificielle. Elles craignent en effet, selon le Wall Street Journal, que le pouvoir que cette technologie donne à celui ou celle qui la maîtrise pourrait, dans les mains de son plus grand rival actuel, lui donner un avantage indéniable. Par conséquent, couper l'accès aux puces vendues par Nvidia ou AMD
pourrait faire reculer Baidu et ses pairs de plusieurs années. Et plusieurs années, quand on parle du développement de l'intelligence artificielle générative, c'est quasiment une condamnation économique pour un pays. Alors, comme à l'habitude, c'est le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain. Cette semaine, il est toujours à Copenhague. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine, tu restes en Europe avec ton invité. On parle d'ergonomie web et de UX design. Exactement, j'ai eu la chance, écoute, ça faisait vraiment longtemps que je voulais lui parler. On se manquait tout le temps, ça fait vraiment plusieurs mois. Comme je lui ai dit, c'était même un task dans mon calendrier, une tâche à faire. J'ai pu l'enlever maintenant, j'en suis bien content, mais elle était là depuis des mois, littéralement. Donc, j'ai pu parler avec Amélie Boucher, qui est VP Product Design chez The Edge. Mais en fait, on a parlé de son livre qui s'appelle « Pour une conception centrée utilisateur », qui est bien intéressant. En fait, on peut comparer son livre un peu à ceux de Daniel Lafrenière, qui sont des livres de base, qui nous ramène sur les bases de ce qu'est le UX et à quoi ça sert dans les organisations. C'est un livre de table de chevet, littéralement. Là. C'est le livre un UX dans une organisation qui se fait un peu brasser parce que pas tout le monde croit ou comprend ce que l'UX est. T'en achètes 5 copies et tu les laisses sur les tables, sur les bureaux, dans les salles d'attente de l'organisation, parce que c'est la base. Mais ce qui est intéressant dans le livre d'Amélie Boucher, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'exemples, beaucoup de mise en contexte. Et ça fait une grosse différence. Et on en est à la version 4. Elle a commencé à écrire ce livre-là en 2009. Donc, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts et il y a des exemples qui se sont ajoutés depuis ce temps-là. Ah, c'est intéressant. Pour quelqu'un qui est dans le domaine depuis longtemps comme toi, est-ce que tu trouves ça rassurant de voir qu'il y a des gens qui prennent toujours le temps? Tu parlais du spécialiste québécois, mais il y a encore elle qui l'a fait, de voir des gens qui prennent le temps de ramener l'abécédaire, si tu veux, du UX. C'est important et on l'a vu aussi récemment avec Célia Oden qui a écrit un livre qu'on a eu l'occasion d'entendre aussi sur le podcast, qui a écrit un livre sur les bases de l'ergonomie cognitive. C'est important parce que tout n'est pas acquis encore dans le marché. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Il y a encore beaucoup d'incompréhension. On l'a vu avec des projets numériques. On le voit quasiment toutes les semaines avec des projets numériques qui aboutissent pas, qui dépassent les coûts, etc. Et le UX, c'est quand même quelque chose qui permet d'éviter ces gros dépassements-là ou le fait qu'on n'est pas tellement certain à qui on parle, etc. Ça permet de recentrer là-dessus. Donc, de voir des livres comme ça qui sont toujours populaires, ça reste, oui, des bonnes choses, comme je le disais tout à l'heure en blague, mais à moitié en blague, de le laisser sur les bureaux discrètement des gestionnaires qui sont pas... Au Québec, il n'y a pas de gestionnaire, il n'y a pas vraiment de formation à part au HEC. Il n'y a pas vraiment de formation pour arriver à faire ça. On parle beaucoup plus d'agilité, d'agile, hein, mais pas nécessairement de dire on va former nos gestionnaires à savoir comment et où positionner le UX dans un projet numérique. Puis on le dira jamais assez, hein, mais le UX ou l'expérience client, c'est quand même l'image forte qu'on va donner à quelqu'un de son organisation, de son entreprise, et de prendre le temps de travailler là-dessus, comme on peut le faire au niveau de ses communications, au niveau de ses relations publiques. C'est important parce que ça reste. Ouais. Absolument. Et tu ajoutes le CX là-dedans, le Customer Experience. C'est important aussi que les gens qui font du CX reviennent aux bases des méthodologies. Et les bases des méthodologies, on doit encore une fois les remettre à la base des projets d'intelligence artificielle et ou de projets conversationnels. Parce que à chaque fois qu'il y a eu une nouveauté dans l'industrie, on a malheureusement fait sauter des étapes importantes. Est-ce qu'on connaît bien nos utilisateurs? Est-ce qu'on va bien correspondre aux besoins de nos utilisateurs? Ah non, on y va, on fonce, c'est une nouvelle technologie, on est content, on l'applique et on s'aperçoit à la fin qu'on a peut-être investi de l'argent dans la mauvaise direction. C'est des bases méthodologiques qui, malgré que les technologies avancent, restent pertinentes parce que l'humain n'a pas avancé aussi vite que les technologies qui l'entourent. Alors, pour éviter ce genre d'erreur, je pense que le type de livre dont tu vas parler aujourd'hui vaut vraiment la peine d'être lu. Je te remercie d'avoir mis la table comme ça. Je te laisse parler avec Amélie Boucher. Puis nous, on se retrouve la semaine prochaine? À la semaine prochaine, absolument. Salut. Salut. Alors, dis-moi, à qui s'adresse le livre que tu as écrit? Alors, ça peut paraître paradoxal. Ce livre, il s'appelle Ergonomie Web et UX Design. Donc, on peut se dire que ça s'adresse aux professionnels qui font ce métier-là. Et je dirais presque que c'est surtout pas à eux. Alors peut-être quand même aux débutants. C'est notamment un livre qui est pas mal utilisé dans les écoles, pour les étudiants. Ouais. Mais ce serait un peu inquiétant qu'un professionnel qui fait ce métier-là tous les jours, ce soit son livre de chevet. Le but,
dès la toute première édition en 2007, et c'est toujours le cas, c'est vraiment d'avoir un livre avec une cible très élargie qui vulgarise la discipline. Donc, ce sont des contenus fondamentaux, hein. Vraiment, les premières choses à savoir quand on veut découvrir le domaine et qu'on commence à s'y intéresser. Donc, des gens qui font pas forcément ce métier-là, mais qui gravitent dans le monde de la tech. Donc, des gens du produit, des devs, du marketing, vraiment très variés. Ah, donc c'est le livre qu'un UX peut acheter, mais le laisser traîner subtilement à l'intérieur de son organisation pour éduquer les gens, peut-être même 2 ou 3 copies. Ça serait encore mieux. Il peut l'offrir gentiment en disant « Tiens, si le sujet t'intéresse, voilà un bouquin pour commencer. » Et est-ce que tu considères que depuis 2007, parce que tu l'as réédité, on est rendu à la 4e ou 5e édition? 4e. 4e édition. Est-ce qu'il y a eu des mises à jour quand même sur les méthodologies, sur les constats un peu de ce qui est arrivé dans le marché ou dans le marché du UX? Alors, on a l'impression qu'il s'est passé beaucoup de choses. En réalité, le truc le plus important, c'est une histoire d'échelle, en fait. On en parle beaucoup plus, voire à un moment, on n'a parlé que de ça. Parce qu'il y a plus de gens qui le pratiquent et que c'est devenu un essentiel, dans le monde de la tech. Mais on fait pas les choses différemment aujourd'hui de la façon dont on les faisait il y a quelques années, il y a 10 ans, voire 15. Donc les connaissances fondamentales, elles sont les mêmes. J'irais même plus loin parce que tu m'interroges sur les méthodos, sur le plan méthodologique, on n'a rien inventé depuis très longtemps. Alors, on remet au goût du jour, on utilise des nouveaux mots parce que comme ça, on a l'air d'être plus à la mode. Mais on s'inspire de choses des sciences humaines et sociales qui existent depuis extrêmement longtemps. Donc, le bouquin, il suit ça, en fait. Ce qui a été renouvelé le plus au fur et à mesure des éditions, et c'est un gros symptôme de ça, ce sont les exemples. En fait, à chaque édition, quasiment tous les exemples ont été revus. Mais la connaissance de base reste la même. La façon dont on l'illustre et dont on explique alors vous voyez du coup ce que ça donne sur tel site, sur telle application, elle change. Et c'est ça qui fait que c'est au goût du jour, en fait. Parce que, en fait, j'ai l'impression que dans l'industrie du numérique, on répète souvent les mêmes erreurs parce que justement, on suit pas les préceptes que tu es en train de dire. C'est-à-dire que quand est arrivé le mobile ou quand arrive maintenant l'AI, l'intelligence artificielle, on a l'impression qu'on va pouvoir mettre de côté certaines méthodologies et au contraire, on devrait se rabattre encore plus sur les méthodologies dont tu parles dans ton livre ou qui sont celles de notre métier. Là. Oui, alors c'est un peu paradoxal. On dit souvent que l'UX, l'ergonomie, c'est juste du bon sens. Oui, on l'entend souvent, oui. Et c'est vrai, en réalité, et normalement, quand tu feuillettes le livre, tu as cette impression-là. Tu te dis, oui, ok, c'est évident. Mais en réalité, s'il existe tant d'expériences terribles, c'est sans doute que c'est pas juste du bon sens. Il y a beaucoup de clients qui vont nous dire oui, mais je savais ça, je faisais ça intuitivement depuis des années. Oui, peut-être. Ou peut-être pas. Ouais. Donc il y a ce truc-là d'abord qui est intéressant. Et puis il y a une grosse différence je reviens sur le plan méthodologique, entre lire un livre et comprendre une méthode et l'appliquer. Et c'est là où le professionnel se nourrit et devient meilleur au fil du temps, c'est par la pratique. Une fois qu'on a lu les grands conseils d'interview, c'est pas des connaissances sur lesquelles on va pouvoir se documenter à l'infini et apprendre toujours de nouvelles choses. Il faut pratiquer, vraiment vraiment se nourrir de sa propre pratique pour inventer sa manière de faire qui est, alors sans surprise, sur mesure. Et c'est le contexte dans lequel on exerce qui va faire que la méthode, tout d'un coup, elle est bien utilisée ou pas. C'est vrai. Et comment donc tu vois, toi, en ce moment, entre 2007 et maintenant même, est-ce que les choses se sont améliorées? Tu disais tout à l'heure, on entend beaucoup parler ou beaucoup plus parler du UX, mais je sais pas si pour toi, mais le contexte d'utilisation est pas encore parfait, loin de là quand même.
en fait, ce qui s'est amélioré, et pour le coup, ça se voit très clairement, ce sont les interfaces. Quand tu regardes des trucs d'aujourd'hui versus des trucs d'il y a 10 ou 15 ans, tu vois qu'il y a un vrai gap qui a été franchi, souvent à la faveur de bibliothèques, et pour le coup, c'est une partie industrialisée de notre métier sur lequel on est plutôt pas mauvais. Les design systems ont aidé là-dessus. Il y a plus de cohérence parce que les outils qu'on utilise nous permettent d'être plus cohérents, de garantir cette cohérence. C'est vrai. En surface, ça fait le job souvent. La problématique, c'est que dès qu'on creuse un peu, on se rend compte que là, en fait, il y a un problème de compréhension. Dans le flow, dans le parcours utilisateur, il y a un truc qui marche pas entre l'étape précédente et le truc sur lequel on arrive. Et ça, en fait, si on creuse pas un peu, on s'en rend pas compte. Donc en surface, tout va bien, mais l'ergonomie à proprement parler, c'est vraiment au-delà de l'interface. C'est est-ce que la chose est compréhensible? Est-ce qu'elle m'aide à atteindre mon objectif rapidement et sans erreur? Et là, voilà, on a encore un peu de chemin à parcourir. Est-ce que tu donnes une certaine forme d'importance aussi à tout ce niveau qui s'est installé dans les 3 ou 4 dernières années au niveau de tout ce qui est atelier design thinking, atelier sprint design et tout ça? Est-ce que ça fait partie de l'écosystème que tu considères quand tu parles de méthodologie UX? Oui, complètement. Alors encore une fois, je suis pas sûre qu'on a inventé grand-chose. Je suis pas sûre non plus, ou à l'inverse, je suis persuadée que copier-coller cette méthode ou cette manière de faire de façon, la calquer sur n'importe quel projet de la même manière, voilà, moi, m'effraie plutôt qu'autre chose. Après, ce qui est intéressant là-dedans, c'est la mise en perspective du métier et le fait d'exposer en fait une méthode en disant venez avec nous, on va construire ensemble la chose, parce que pour le coup c'est quand même un peu l'essence du métier de designer, en tout cas dans la tech. Ouais. Ce sont c'est supposé, mais c'est pas toujours le cas malheureusement. Je pense qu'il y a encore une génération qui a pas nécessairement eu les méthodologies que tu décris. T'as beau dire ton livre, il s'adresse pas nécessairement à des spécialistes en UX, mais il y a beaucoup de gens qui ont le mot UX à côté de leur nom ou à côté du titre de leur boulot sans nécessairement en appliquer les méthodologies dont tu parles dans ton livre aussi, là. Oui, parce que ça vend, ça fait bien, et que c'est un métier qui a le vent en poupe. Donc, si on cherche un travail, c'est pas déconnant de s'inventer UX. Et j'irais jusqu'à dire que c'est pas très grave. C'est un des métiers où on a, dans la tech, sans doute la plus grande diversité de parcours. On a des gens qui ont, dans les équipes, tu retrouves jamais un parcours similaire à un autre. C'est ce qui fait toute la richesse d'une équipe de design. Et donc il y a beaucoup de reconversions, il y a beaucoup de gens qui faisaient du produit, de la chefferie de projet, de la tech, du dev avant, et qui à un moment donné ont envie de changer, ou de gens qui faisaient complètement autre chose. Et ça marche à partir du moment où ils ont envie de bien faire, hein. Mais la partie importante reste quand même que tous ces gens-là doivent appliquer les méthodologies qu'on retrouve dans ton livre en même temps. Il y a quand même une base. Quand je disais appliquer la méthode, copier-coller, surtout pas. Pour atteindre cette adaptation au contexte, il faut quand même connaître les bases, les avoir pratiquées. Et c'est ça qui permet après d'avoir une sorte d'intelligence créative, de dire ok, comment dans mon contexte je vais pouvoir un peu twister la chose pour avoir quelque chose de sur mesure. Mais pour ça il faut s'être tartiner des paquets d'observations, d'interviews, de questionnaires, pas le choix quoi, pratiquer. Oui. Et comme on le disait tout à l'heure, le métier évolue, on s'en va vers, il y a une plus grande importance de l'intelligence artificielle qui est mise dans le truc. Donc c'est le truc du moment. Le conversationnel arrive aussi. On a l'impression qu'on peut se passer du UX quand on en fait, mais non, et au contraire, non? Oui, c'est peut-être précisément le moment où ce serait très dangereux de tout confier à la machine. Après, les métiers se transforment. Et c'est très intéressant de voir cette transformation-là. On se retrouve quand même aujourd'hui beaucoup dans les organisations tech un peu avancées avec un rôle d'expert et de conseil au service des autres. Moi, je trouve ça toujours très intéressant quand la personne qui est experte aide les autres à faire. En fait, notre métier, c'est
plus forcément de produire et de faire tout par nous-mêmes, mais d'être là, en fait, d'accompagner tous les métiers qui gravitent autour de nous à embrasser cette culture design, parce qu'en fait, ça n'est que comme ça que ça peut marcher. Le designer qui fait des trucs tout seul dans son coin et qui ensuite passe le bébé à quelqu'un d'autre, bon, on l'a testé, ça marche pas. Exact. Et du coup, il nous reste que l'idée de dire comment on transmet en fait cette presque cette passion-là. En tout cas, comment on transmet ce truc à toute l'équipe, à tous les gens avec lesquels on travaille, pour faire que tous ensemble, on essaie d'améliorer l'expérience utilisateur. Et j'ai l'impression aussi que de la façon dont le métier évolue, j'ai l'impression que je suis pas sûr qu'on a besoin de mettre la méthodologie devant. On peut aussi dire que l'avantage de faire ce qu'on fait, de la façon dont on le fait, ça fait sauver des coûts, ça fait sauver de l'argent au projet, ça fait sauver du temps. Et j'ai l'impression que c'est ce qui parle le plus à tous les gens qui veulent faire des projets numériques en ce moment, que ce soit conversationnel ou autre, de se dire on va faire du UX. Des fois, ça parle pas autant que de dire on va vous aider à sauver de l'argent, parce que c'est bien ça qu'on fait le mieux. Oui, c'est une très bonne démarche. En fait, il suffit, finalement, quand on prend vraiment les coûts globaux des projets tech, le design coûte pas grand-chose. Ça coûte beaucoup plus cher de se tromper et de passer énormément de temps à développer un truc qui est défaillant. Mais t'as raison, il faut le vendre malgré tout et réussir à ce que les décideurs comprennent ce truc-là. C'est qu'en fait, c'est un petit investissement à un moment donné pour de grandes économies sur la globalité des projets. Ouais. Et comme je le disais au début, donc, c'est pour ça qu'il faut acheter plusieurs copies de ton livre, les laisser traîner dans l'intérieur de l'organisation, subtilement, sur les bureaux des patrons, dans leur voiture ou autre, pour qu'ils puissent le lire en arrivant à la maison et qu'il y ait des épiphanies sur comment ils vont sauver le projet numérique. Ouais. Oui, tu rigoles, mais souvent, parce que c'est un livre beaucoup par l'exemple, je sais plus, je le prends parce que je l'ai à côté, mais oui, je savais même plus le nombre d'exemples. Alors, il y a ce qu'on vend sur la couverture, c'est marqué 350 nouveaux exemples. Bon, c'est vrai que quand tu feuillettes, tu vois plein d'exemples et je le vois, les gens prennent le truc, ils disent tiens, là il y a Spotify, qu'est-ce qu'il dit, c'est intéressant, oui. Et tout d'un coup, tu regardes des applications ou des sites que tu as l'habitude d'utiliser différemment parce que à ce moment-là, on parle de tel ou tel principe. Et voilà, et ils connectent là-dessus et ils se disent maintenant j'ai besoin d'UX. Le livre est disponible où? Canada, France? Quel est le meilleur endroit où l'acheter? Partout, je crois. Alors, en préparant, j'ai quand même repris mes échanges avec mon éditeur. Je crois que chez vous au Canada, le diffuseur officiel d'Erol, qui est ma maison d'édition en France, c'est Archambault. Je sais pas si ça te parle. D'accord, oui, bien connu. C'est le diffuseur officiel. Archambault au Canada, ou au Québec du moins, et Erol directement sur le site de l'éditeur pour l'Europe en général. Ouais. C'est super. Amélie, j'aimerais vraiment te remercier beaucoup pour cette belle entrevue. Avec plaisir. Merci Jean-François. Voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet un peu spécial. Merci à nos invités. Merci à Thierry Weber, Stéphane Ricoul et Jean-François Poulin d'avoir été là cette semaine. Et puis merci à vous qui avez écouté cette édition jusqu'à la toute fin. Très heureux d'avoir passé ce bout de journée avec vous. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Entre-temps, passez une excellente semaine et surtout, portez-vous bien. Puis maman, je pense à toi et je t'aime. Le bal, mon beau.